Rien ne me prédestinait à entreprendre. J'étais quelqu'un de timide, introverti. J'ai grandi dans une petite ville, un petit village en Suisse où il y avait plus de vaches que d'habitants. Tu vas dépenser 3 fois moins et faire 10 fois plus de résultats. Fais-moi confiance, ma presta c'est tant. Demain, je t'amène le contrat et on signe. Deal. C'est la première fois que je closais, tu vois. T'as de la nature partout, t'as des parcs partout, t'as des familles partout. Il y a qu'en France que Dubaï a une mauvaise image. Il y a un truc que moi je pensais pas capable, pas pouvoir déléguer, c'est par exemple closer des offres vraiment à étiquette. 30, 38, 45 et des offres jusqu'à presque 100 000 euros. Hello Alec. Salut Delphine. Écoute, je suis hyper intimidée. Je sais que j'ai pas l'air, mais déjà, new setup. D'habitude, j'ai ma petite table, mon ordinateur, ça me sécurise. Là, j'ai l'impression d'avoir pas de filet. Je suis en haut d'un gratte-ciel à Dubaï. On n'a pas de filet. On est à Dubaï. Yes. J'ai profité, bienvenue. Merci. On est chez toi. J'ai profité d'une petite période de vacances pour faire quelques enregistrements. Il y a plein d'entrepreneurs ici. Donc voilà, c'est comme ça. On s'est déjà croisés à Paris, on s'est déjà croisés plusieurs fois. Mais voilà, il faut qu'on soit tous les deux à Dubaï pour trouver un créneau pour enregistrer. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux commencer par te présenter? Yes, complètement. Déjà, merci pour l'invitation. Très content d'être ici avec toi. Pour me présenter rapidement, commençons par le commencement. Rien ne me prédestinait à entreprendre. J'étais quelqu'un de timide, introverti. J'ai grandi dans une petite ville, un petit village en Suisse où il y avait plus de vaches que d'habitants. J'ai pas de diplôme spécifique, j'étais ouvrier à l'usine. J'en avais simplement marre d'en avoir marre. J'ai eu différents déclics à certains moments de mon adolescence et de ma vie, mon enfance en particulier, qui ont fait que je me suis donné les moyens d'acquérir une certaine liberté. J'ai jamais voulu être riche, j'ai toujours voulu être libre. Je te coupe, ouais. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Maintenant que je suis libre, je cherche plus l'impact que la richesse directe. Mais je pense que c'est aussi une forme de richesse de pouvoir impacter, contribuer, surtout de là d'où je viens, où justement je peux montrer aux autres que tout est possible à celles et ceux qui se donnent les moyens. À la suite de quoi, donc, je me suis ouvert à certaines opportunités, éveiller l'esprit à différentes choses, en passant par le marketing de réseau, la vente directe, le marketing d'affiliation, d'abord aussi le trading. Après, j'ai pris conscience qu'il fallait avoir de l'argent pour pouvoir trader, que c'était pas comme on voit sur Internet, etc. Et donc que l'entrepreneuriat finalement était la voie la plus rapide vers la possibilité d'atteindre cette liberté. Donc j'ai créé un premier business officiellement en 2017, officieusement en 2013 en parallèle de différentes activités. Donc pendant 4 ans, si tu veux, je vivotais entre mes jobs à l'usine. Je cumulais même plusieurs jobs pour faire en sorte d'avoir des économies. Ça fait plusieurs années, je croyais que ça avait été une petite période de moins d'1 an dans ta vie. Non. La période où j'ai cumulé 3 jobs, où j'étais du coup ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Ça a duré de décembre 2015 à juillet 2017 exactement, donc plus ou moins 1 an et demi. Et ensuite de ça, entre 2013 et 2015, j'avais déjà commencé différentes activités entrepreneuriales. Je vendais différentes choses, je faisais de l'affiliation, je faisais un petit peu de trading, j'ai fait du marketing de réseau où j'ai eu de plutôt jolis résultats. Justement, ça m'a éveillé le champ des possibles et fait prendre conscience qu'on pouvait gagner sa vie différemment. Et après, justement, en décembre 2015, j'ai complètement arrêté tous les petits side business, side projects à côté pour différentes raisons. La principale étant que je ne voulais pas être tributaire d'autres personnes pour pouvoir acquérir ma liberté. Je voulais vraiment créer et construire quelque chose par mes propres moyens et me donner le temps de le faire. Sauf que j'avais pas de formation spécifique, j'étais un cancre à l'école, moi. Encore une fois, j'étais incapable de m'exprimer devant qui que ce soit, donc j'ai dû acquérir cette aisance à la prise de parole en public et autres. Et au fur et à mesure du temps, j'ai voulu d'abord créer une sorte d'institution, d'école ou peu importe, pour aider les gens à ne plus perdre d'argent sur les marchés financiers, en ayant fait l'expérience et en ayant constaté l'expérience autour de moi pendant ma période où je voulais devenir trader. Puis ensuite, je me suis dit non, en fait, c'est une fausse bonne idée. Je vais créer une agence marketing parce que je me suis dit, OK, j'ai découvert un concept sur YouTube, B2B, B2C, à ce moment-là. Et je me suis dit, qui a le plus d'argent? OK, c'est les business, donc je vais faire du B2B. De quoi ils ont besoin? Ça paraît tellement old school que tu dis ça aujourd'hui. J'ai découvert le concept de B2B. Je te jure, mais c'était vraiment le cas. Et du coup, je me suis dit, qui a le plus d'argent? OK, B2B. De quoi ils ont besoin? Des clients. Comment on peut les acquérir?
grâce au digital. Donc, j'ai créé une agence de marketing digital, sachant que moi, j'étais assez à l'aise avec l'ordinateur. Hein. Je suis un ancien geek. Je jouais 12 à 18 heures par jour aux jeux vidéo pendant plus de 10 ans. Donc, je me suis dit, au moins, ça me servira à quelque chose. Et donc, j'ai créé cette première structure en 2017. Et depuis, ça a démarré. Donc, on a accompagné 1, 2, 3, 4, 5 clients. On était à Lausanne d'abord en Suisse. Je suis suisse à la base. Puis ensuite, on a eu des bureaux à côté de Genève, à Versoix, avec un partenaire où on partageait nos bureaux. On a eu plus en plus de clients. Lui faisait de l'infoprenariat. J'ai découvert donc ce monde de l'infoprenariat également. J'ai commencé à faire du coaching, du consulting, l'infoprenariat à mon tour, développer ma personal brand sur les réseaux sociaux également, grâce à lui d'ailleurs. Sinon, Alec Henry n'aurait pas existé, parce qu'à la base, il m'invitait sur sa chaîne. Et finalement, trop de gens lui demandaient continue à inviter Alec. Et il m'a dit lance ta chaîne, je te push, je vais t'envoyer mon audience sur ta chaîne. Et ça m'a donné un élan et une motivation pour démarrer. Et après, on est suivi du coup une première entreprise, puis après du consulting, une deuxième entreprise en entrant au capital, etc., etc. Puis le business model a évolué, d'abord sur de la prestation de services, puis après uniquement du consulting, puis après de la formation en ligne. Et ça a grandi. Après, on a créé leconsultant.fr. Qui a rapidement été un des plus gros mouvements pour aider les consultants, les coachs et les prestataires de services à se développer en francophonie. J'ai commencé à faire plusieurs scènes, à être invité, etc., à écrire mon premier bouquin. C'est rigolo maintenant que je dis ça, parce que tu vois, il s'appelait Business 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès. J'avais jamais lu le bouquin. Et j'étais très loin d'être un entrepreneur à succès, avec du recul. Pourtant, il a bien marché. Il a été best-seller Amazon pendant des semaines et dès sa sortie. Donc, c'est cool. Ça m'a vraiment offert une certaine notoriété. J'étais un peu presque dans ce fake it until you make it, si on veut. Ce que j'allais te demander, effectivement. J'ai l'impression que pendant longtemps, dans ton parcours, tu as été dans cet état d'esprit qui est assez masculin, en fait, notamment dans l'infoprenariat. On se pose pas trop de questions. On fonce. Ouais. On y va, toujours en flirtant avec la limite je l'ai déjà fait, je sais le faire, mais en même temps, il y a toute une partie que je sais pas faire, toute une grise, faire croire qu'on sait faire totalement, on sait en faire en partie. Enfin voilà, on flirte avec le mensonge et la réalité parce que ça permet d'avancer, de développer le business, ce qui est vraiment pas trop dans l'ADN féminin, où nous on se pose beaucoup de questions, on a une peur bleue d'être démasqué en tant que non légitime, en tant qu'imposteur, etc. Et moi, je vois tous les jours à quel point ça me freine de penser comme ça. Parce que j'ai une peur bleue qu'on puisse dire que je mens, ou que je suis pas légitime, ou qu'on puisse dénoncer quelque chose que j'ai dit il y a 3 semaines, et en recoupant avec les chiffres d'une newsletter que j'aurais envoyée il y a 1 an et demi, c'est pas vrai, c'est pas... Et qu'il y ait une vidéo qui soit publiée sur YouTube, Delphine Pinon, elle ment, richissime, c'est un scam, etc. Moi, j'ai une peur bleue de ça, en fait. Je comprends. Et... moi, ce que je te dirais à toi et ceux qui nous écoutent, c'est que, en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est être sûr de pouvoir délivrer derrière. Parce que ce truc-là, en fait, je l'ai fait, moi, dès mon premier client. C'est-à-dire que mon premier client, qui est aujourd'hui devenu un pote et qui a explosé derrière, qui s'appelle Anthony, que j'ai reçu aussi sur le déclic d'ailleurs, qui avait une salle de sport dans la ville où j'ai grandi. Je me souviendrai toute ma vie. J'arrive dans sa salle de sport, elle est encore en travaux. J'ai pas encore lancé mon agence, je sais même pas faire des Facebook Ads, j'ai jamais fait de contrat, rien du tout. Je discute avec lui, etc. Je lui dis, écoute, je sais pas quelle est ta stratégie marketing, mais dans tous les cas, je sais qu'avec moi, tu vas dépenser 3 fois moins et faire 10 fois plus de résultats. Fais-moi confiance, ma presta, c'est tant. Demain, je t'amène le contrat et on signe. Deal. Et du coup, c'était la première fois que je closais, tu vois. Et j'avais une peur bleue. J'étais timide, introverti. Il l'a pas vu, mais je tremblais limite. Je savais pas closer. Du coup, il a dit deal. J'ai demandé à ma voisine d'imprimer un contrat template que j'avais trouvé sur Internet quelques minutes plus tôt, parce que j'avais même pas d'imprimante. Et derrière, quelques jours plus tard, je découvrais le business manager avec mon associé, et on a eu des résultats extraordinaires avec ce client. Aujourd'hui, il n'a pas une salle, il en a 6, il a fait des millions, etc. Et c'est devenu un super pote. Et en fait, c'est ça la clé, c'est que à partir du moment où tu as de la conviction quant à ta capacité à pouvoir délivrer ou t'entourer de personnes qui vont délivrer, tu peux te permettre de faire en sorte de vendre ton produit. Parce que tu dois te dire que finalement, encore une fois, cette condition, elle
c'est la seule condition. Ouais. Mais que finalement, ton client ou l'interlocuteur que tu as en face de toi, il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour avancer. Et typiquement, Anthony, si je lui avais pas proposer cette solution, potentiellement qu'il aurait fait ce qu'il pensait faire, c'est-à-dire faire des affiches au bord de la route et 2-3 passages radio. Or, c'était l'une des salles de sport à ce moment-là à faire des Facebook Ads, à faire du retargeting, à faire des concours sur Instagram, etc. Il a cartonné, il a explosé. Et ce schéma s'est répété au fur et à mesure du temps et se répète encore aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, effectivement, en 2023, après 6 ans d'activité et les résultats qu'on a eus ou qu'on a pu avoir pour nos clients, on n'a plus besoin justement de temps en temps, on va dire, d'arrondir les angles pour pouvoir convertir ou autre. Et du coup, les gens juste ils signent parce qu'ils voient les résultats qu'on a pu avoir ou qu'on a pu donner. Donc ça, c'était le début, avec le consultant, le bouquin, etc., les différentes opportunités. Fin 2019, on prend la décision d'arrêter le consultant.fr, de rentrer dans une phase de négociation relativement intense pour acquérir le nom de domaine entrepreneurs.com. Je me suis posé la question. Quand j'ai vu que tu avais entrepreneur au pluriel.com, ouais. Comment il a fait? Comment il a fait? C'est une bonne question. Donc, il était détenu par un broker de nom de domaine qui habite à Los Angeles. Ça faisait 23 ans qu'il l'avait. Ouais. C'est le même mec qui a vendu pets.com et toys.com pour 4 et 5 millions de dollars. Ces chiffres sont publics. Donc, c'est essentiellement Amine, mon associé, qui a géré l'ensemble de l'échange, la négociation. Ouais. On travaillait la journée, il négociait avec lui la nuit, grosso modo. Des fois, il a fallu beaucoup d'audace parce que la première fois que le mec nous envoie le montant, c'était limite un numéro de sécurité sociale, le montant. Et il a dû lui répondre un truc du type même ta femme trouve ce prix aberrant, reviens avec une offre qui paraît plus sensée. Pendant 3 semaines, il nous a pas fait de retour. On l'a relancé, il nous a fait un retour. Et puis, on a pu commencer à négocier. Et donc, 4 mois plus tard, on a acquis le nom de domaine à 100%, cash, sans avoir besoin de lui attribuer quoi que ce soit derrière, etc. Ou autre. Combien ? On ne peut pas communiquer sur le montant, justement, parce qu'on a trop bien négocié. C'est un montant à 7 chiffres ? C'est un montant important. Et article 7 du contrat, c'est sérieux, 750 000 $ d'amende à celui qui annonce le montant. Ok, et tu peux même pas dire c'est 6 chiffres ou 7 chiffres? Je préfère pas. J'aime bien laisser tu vois, le flou. Mais clairement, c'est un nom de domaine. Vous l'avez pas acheté pour 20 000 pour non. 20 000 C'est un nom de domaine en or qui vaut beaucoup d'argent et qui a beaucoup de potentiel et qui, je pense, a encore beaucoup de potentiel devant lui. Donc, on est très content d'avoir pu faire l'acquisition de ce nom de domaine. Donc, en avril 2020, on lance entrepreneurs.com. Puis après, on continue à faire la même chose, que ce soit avec le film entrepreneurs.com, avec les clients qu'on accompagne, avec les différentes personnes qu'on accompagne en consulting. Des fois, ça devient des associés où on fait évoluer la relation contractuelle de base vers une relation où on va prendre des parts ou autre. On le fait beaucoup moins, on l'a fait beaucoup un temps. Après, j'ai commencé à faire le tri aussi dans toutes ces boîtes dans lesquelles on était au capital pour rester focus. Et aujourd'hui, du coup, on est focus sur entrepreneurs.com. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 clients qu'on a accompagnés en 6 ans. Donc, c'est plutôt sympa. On est une équipe d'une 40aine de personnes et on accompagne au quotidien les entrepreneurs à pouvoir évoluer. Si on parle que de cette activité, à côté, j'ai le podcast Le Déclic. À côté, je fais 2-3 séminaires. À côté, on a 2-3 activités sympas aussi. J'ai plein de questions. Avec plaisir. Tu disais qu'effectivement, tu avais pas mal misé à un moment donné dans ton parcours sur le fake it until you make it. Et juste avant qu'on branche les caméras et les micros, tu me disais je suis dans une tendance où j'ai plus envie de communiquer sur mon chiffre d'affaires. Ouais. Alors qu'à un moment donné, à l'inverse, ça t'a servi justement dans le développement de tes activités. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette bascule? Pourquoi aujourd'hui, tu n'as plus envie de communiquer sur le chiffre d'affaires? Parce que c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, tout le monde parle de son chiffre d'affaires, à tort, à travers, à raison ou pas. Et il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. C'est que les gens, peu éduqués sur le business, confondent chiffre d'affaires, bénéfices, rémunération, excédent brut d'exploitation, ne pensent pas aux charges, je pense plein de trucs. Et encore, je fais l'abstraction là des infopreneurs, entrepreneurs ou wannabe entrepreneurs qui du coup vont me dire j'ai fait 500 000 € de chiffre d'affaires ce mois, mais en réalité, ils ont signé potentiellement 500 000 € de chiffre d'affaires, mais ils ont encaissé peut-être 150 000 parce qu'il y a des paiements en plusieurs fois, machin. Ils n'ont pas de trésorerie ou même ils sont en déficit parce qu'ils ont spend énormément en publicité. Du coup, ça, c'est la première des raisons. Donc,
j'ai envie de sortir de ce cadre-là qui a la plus grosse. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté pendant 1 an et demi d'être présent sur les réseaux sociaux, parce que c'était justement une sorte d'escalade. C'était quand ? C'était en 2021, de fin 2020 à plus ou moins mi-2022. Ok. Complètement arrêté les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que j'en avais marre de... Tu faisais quoi du coup à ce moment-là ? À ce moment-là, je faisais du consulting. De mon côté, on avait encore des clients à accompagner et je vendais via nos bases ou des choses comme ça. J'étais parti un peu pas mal dans la crypto aussi. Ah oui. Crypto, J'ai NFT. des questions aussi là-dessus. Avec plaisir. Crypto, NFT, etc. On continuait à faire évoluer les autres boîtes. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire le nettoyage dans pas mal de structures pour pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases. C'était quoi le problème ? Qu'est-ce qu'il y avait à nettoyer du coup ? Le défocus. Trop de projets en même temps. Trop de projets. Tu peux pas être partout, être attendu partout à la fois en étant performant et en plus développer un projet principal et en plus développer ton personal branding. Là, ces derniers 6-9 mois, j'ai vraiment évolué aussi en tant que CEO à structurer, recruter les bonnes personnes, créer des pôles et pouvoir me concentrer uniquement là où j'ai énormément de valeur ajoutée, que ce soit sur entrepreneurs.com, sur moi ou sur d'autres activités. Et j'étais pas du tout dans ce modèle-là et du coup j'étais complètement sous l'eau, fourré au moulin, plus de plaisir, plus d'envie. J'étais pas forcément, c'était pas l'objectif. Et voilà, donc ça c'est la première raison pour laquelle on communique plus forcément sur le chiffre d'affaires. La deuxième raison, c'est parce que c'est un élément différenciant finalement de ne pas le faire, alors qu'à l'époque c'était une force de le faire, et en contradiction de mettre en avant essentiellement le chiffre d'affaires de nos clients. Parce que les gens, s'ils m'écoutent, s'ils me font confiance, s'ils transforment, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Donc je pense qu'aujourd'hui on n'a plus forcément à prouver aussi au bout d'un certain temps, tu vois, quand tu es là depuis certaines années, que tu as accompagné des personnes et que c'est visible que certains ont fait des millions, voire plusieurs dizaines de millions pour certains d'entre eux, ou d'autres qui ont pu partir de zéro et aujourd'hui être libres avec leur activité, on se différencie avec ça. Après, tu sais très bien que ta réussite, elle transparaît via d'autres signaux. Ouais. C'est assez facile de paraître millionnaire ou milliardaire. Oui, mais alors de le paraître quand on l'est pas, mais de le paraître quand on l'est aussi, tu vois. Ouais. Parce que on parlait tout à l'heure quand t'es arrivé, il y a la montre que tu portes, il y a ton lifestyle. Il y a quelques jours, tu publiais un Reels où t'expliquais tes dépenses de bien-être. Ouais. Et donc, ça va de 1 500 € en sport par mois. Je crois que c'était 1 000 € en fringues, quelque chose comme ça. Et puis aussi, le luxe de ton temps. Tous ces signaux, en fait, envoient réussite, sans être obligé de communiquer sur le chiffre d'affaires. Donc, il y a plein de manières, finalement, de montrer que tu as une réussite qui est assez confortable, sans être obligé de parler de chiffres. Et justement, peut-être que c'est un contre-pied en mode... c'est quoi cette expression ? C'est l'argent, c'est comme la culture... j'ai plus le truc, mais c'est l'intelligence, c'est comme la culture, moins tu en as, plus tu l'étales. Ah, ouais, c'est très vrai. On peut dire la richesse, c'est comme la culture, moins tu en as, plus tu l'étales. Et effectivement, en fait, en ne parlant pas de ton chiffre d'affaires, c'est aussi un moyen de dire je me place au-dessus des gens qui ont peut-être trop besoin de l'étaler, eux, parce qu'ils en ont moins. C'est vrai. Et il y a aussi une autre raison, c'est que tu as certains profils de clients qu'on a qui vont pas forcément adhérer à ton message en disant « ouais, je fais tant, machin, etc. » Et t'en as d'autres qui, au contraire, donc ils vont pas adhérer, c'est-à-dire ils vont pas vouloir travailler avec toi pour ces raisons. Et t'en as d'autres qui, du coup, notamment ceux qui démarrent, ils vont plus s'identifier. Et c'est pas du tout l'objectif, parce que l'objectif pour moi lorsque je communique, c'est pour inspirer, c'est pour motiver, et c'est aussi pour utiliser mon personal branding comme un asset réel pour nos différents business. Donc finalement, d'un point de vue purement stratégique et pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a pris ce parti de ne pas forcément le communiquer. Moi, si je retrace un peu ton parcours, je vois marketing de réseau, il y a eu le trading, tu nous as un peu dit déjà que c'était pas une grande réussite, il y a eu les NFT un peu plus tard et le Web3. Est-ce que tu as eu l'impression au moment de céder à pas mal de gimmicks de get rich quick, quoi, est-ce qu'à un moment donné, tu étais séduit par
des univers où tu avais l'impression qu'il y avait une forte promesse d'enrichissement rapide. Comment tu vois les choses aujourd'hui? 100% d'accord avec toi, dans le sens où, encore une fois, moi, ma situation à la base quand je me lance, j'en ai marre d'en avoir marre. C'est-à-dire que je suis à un stade où, tu vois, j'ai ma routine, je me lève à 5h45, je prends le train à 6h11, et je dois courir à 6h58 quand j'arrive de la gare jusqu'à l'usine pour timbrer avant 6h53, pardon, avant 7h, et souvent c'était vers 6h58. Et il m'arrive des matins, tu vois, à me poser la question, est-ce que c'est ce matin ou pas que tu as le courage de te jeter sous ce train? J'en pouvais littéralement plus, tu vois. Et du coup, j'avais cette obsession de réussir le plus rapidement possible à sortir de ce cadre-là et de cette vie. Et je sais que beaucoup de gens qui malheureusement nous écoutent ou écoutent d'autres personnes sur YouTube, tu as plusieurs catégories de personnes. Tu as ceux qui sont inspirés et qui rêvent, et puis tu as ceux qui vont tout donner pour réussir à atteindre cette liberté et sortir de leur système le plus rapidement possible. Je faisais partie de ces gens-là. Et j'étais prêt littéralement à tout. C'est pour ça que j'ai brûlé tous les bateaux, que je me suis donné les moyens, que je cumulais 3 jobs, que pendant 1 an et demi, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Je dépensais pas 1 euro, j'avais pas d'amis, j'avais pas de copains, copines, j'avais plus de réseaux sociaux, je faisais rien, je m'endormais au volant parce que j'avais pas le temps de dormir, j'écoutais en cachette des podcasts à l'usine parce que j'avais la chance de bosser dans des conditions où j'étais beaucoup habillé, etc. C'était une usine très très froide, bref. Et donc en fait, tout était orienté vers le fait, sors-toi de ce cadre le plus rapidement possible. Donc naturellement, j'avais des sortes, tu vois, d'œillères ou autres, où je m'étais dit quelles sont les opportunités qui vont avoir le levier d'enrichissement le plus simple et le plus rapide possible. Et ma perception était biaisée parce que je voyais à l'extérieur. Donc effectivement, quand sur les réseaux, tu vois des mecs MLM, Lamborghini, machin et tout, signe extérieur de richesse, clique ici si toi aussi tu veux devenir millionnaire, en te montrant... Puis tu étais en Suisse, à Lausanne, au bord du lac Léman. Alors là, à ce moment-là, j'étais plus à la campagne, pas du tout beau cadre, pas du tout dans les bonnes conditions. C'était par la suite où j'ai pu déménager dans un endroit sympa. Mais ouais, donc si tu veux, tu vois ça sur les réseaux. Tu vois, moi, je faisais partie de ces gens-là qui rêvaient en regardant tout ça. Et je m'étais dit, OK, c'est quoi la solution? Il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi ton background familial? Donc, ma mère a toute sa vie été à son compte. Elle n'a pas eu d'employé ou autre, mais elle était à son compte. Elle avait un salon d'esthétique. Donc, ce côté indépendant, etc. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, elle a son salon. Aujourd'hui, elle prend gentiment sa retraite, mais elle a tenu son commerce pendant plus de 45 ans. Et donc, elle m'a inculqué un peu ce truc d'indépendantisme. Mon père, quant à lui, a par la suite voulu aussi lancer son restaurant. Malheureusement, il a fait faillite, une faillite assez compliquée qui fait qu'il a dû quitter la Suisse avec beaucoup de dettes, etc. Son ego aussi a été touché. Après, malheureusement, il a sombré dans différentes dérives et il en est décédé trop tôt, malheureusement. Et en amont de ça, mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Donc, je voyais très, très peu mon père. Et de moins en moins, d'ailleurs, au fur et à mesure que je grandissais du temps, jusqu'à la dernière fois, ne pas l'avoir vu pendant près de 2 ans, juste avant qu'il décède. Et donc, si tu veux, voilà, j'ai grandi dans cet environnement. Ma mère, tant bien que mal, comment dirais-je, m'a élevé toute seule, etc. C'était assez compliqué pour différentes raisons. T'es enfant unique ou t'es des frères? Je suis enfant unique du côté de ma mère et j'ai une demi-sœur du côté de mon père quand il a refait sa vie. Elle avait 2 ans aussi quand il est décédé et j'avais 2 ans quand ils se sont séparés, mes parents. Donc voilà, j'ai évolué dans cet environnement familial. C'était pas forcément simple parce que tu vois, moi j'étais un enfant un petit peu turbulent à l'école. Je savais pas pourquoi j'étais à l'école. J'étais un cancre. Tu vois, il y a plusieurs catégories en Suisse. À l'époque, il y avait 4 catégories. Tu as ceux qui vont faire l'université, tu as ceux qui vont faire un petit peu d'études, mais pas trop. Tu as ceux qui vont faire les travaux manuels, type maçon, charpentier, etc. Puis tu as ceux qui viennent d'arriver en Suisse et qui doivent apprendre encore à lire et à écrire. Moi, j'étais juste en dessus de ceux qui doivent apprendre à lire et à écrire. Alors que je suis né en Suisse, j'ai grandi là-bas, etc. Je sais très bien lire, je sais très bien écrire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'aimais tellement pas l'école et je savais tellement pas pourquoi on nous imposait d'apprendre des trucs où j'avais la conviction que ça allait me servir à rien et j'aimais pas le cadre qu'on m'imposait. J'étais un enfant turbulent, on me disait apprends la géographie, non, apprends l'allemand, non, apprends l'anglais, non, apprends le machin, non. Ouais, c'était assez compliqué. Et il y avait 2-3 trucs
personnel, familial, où c'était assez challengeant. Et du coup, je me suis réfugié dans les jeux vidéo. C'est aussi pour ça que je me suis réfugié dans les jeux vidéo. Et j'étais bien là-dedans. Donc c'est dingue parce que tu vois, finalement, je me suis jamais senti aussi vivant dans le monde virtuel que dans le monde réel. Et ça m'a indirectement mis un petit peu le truc du business. Parce que je jouais pas à n'importe quel type de jeu. J'avais un personnage ou plusieurs que je faisais évoluer. Il y avait un commerce, il y avait une économie, il y avait la possibilité d'avoir des métiers, de faire de l'argent, d'évoluer, etc. On appelle ça des MMORPG. Donc tu fais évoluer un truc. Et ouais, je pense que ça m'a vraiment inculqué le business. J'étais celui qui était un peu le leader, mais en même temps celui qui voulait évoluer le plus vite et faire le plus d'argent possible. Et j'avais un peu cette quête, je recherchais de la reconnaissance en fait dans ça parce que je la trouvais pas non plus dans la vraie vie et ça m'a poussé à me dépasser sur ça. Puis après j'étais vraiment addict à ça et lorsque j'ai découvert l'entrepreneuriat, d'abord avec le marketing de réseau ou autre, j'ai en fait déporté cette addiction et ce temps, cette énergie que je mettais dans les jeux vidéo vers le fait de monter en compétence et de réussir à acquérir une certaine liberté. Tu dirais quoi soit la version de toi tu vois, qui est jeune et pas bien, qui se cherche, qui cherche un échappatoire, peut-être pas au bon endroit, et à la version de toi-même, mais aussi un jeune, tu vois, qui pourrait aussi être un peu plus séduit par les get rich quick, voire même par des scams. Qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, j'ai rien envie de changer, à part si on revient en avril 2015 où je lui dirais de garder les bitcoins qu'il a achetés. Je les avais achetés à 200 balles, je me souviens, c'était incroyable. Et de les sécuriser bien sur mon petit compte Coinbase. Après, je les avais sortis et tout. Tu les as vendus trop tôt? Non, j'ai fait du gambling sur des sites qu'il fallait pas. Et du coup, je me suis fait siphonner comme il faut. Mais j'avais genre un truc comme 50 bitcoins à un moment donné. Dommage, hein. Mais bon, c'est comme ça. À part ça, franchement, je changerais rien du tout. Puis même les bitcoins, en vrai. Donc, du coup, ton message, c'est un peu que jeunesse se fasse? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, à un moment donné, tu parles de scam. À un moment donné, j'ai contribué à un scam. J'en ai parlé dans 2-3 podcasts, mais on peut l'évoquer ici. Donc, tu vois, le marketing de réseau, c'est une industrie qui est assez mal vue, etc. Ouais. Voilà. Comment à connaître, en fait, le marketing de réseau? En gros, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le marketing de réseau, MLM, multi-level marketing, moi je connais assez bien parce qu'après j'ai même fait du consulting pour des sociétés de MLM. J'étais passionné par ce modèle économique qui est un modèle fascinant parce que finalement tu payes ton sales et ton marketing après avoir encaissé. C'est un des seuls modèles qui te permet de faire ça. Donc c'est un modèle extrêmement rentable et d'une viralité folle et tu peux le déployer à l'international selon le produit que tu vends, encore plus si tu vends un produit digital. Bref, et du coup j'avais démarré avec ça. Si tu as un bon produit, un plan de rémunération attractif et que tu as un modèle de déploiement intelligent, ça peut aller très très vite. Donc j'ai démarré dans un vrai MLM complètement carré, legit, il y avait des boissons énergétiques et tout. Et donc le MLM, c'est tu vends un produit. Tu vends un produit et tu recrutes une équipe de gens que tu vas former à vendre ce produit aussi, sous un modèle assez pyramidal. En fait, c'est exactement... tu prends des coms sur les gens qui sont en dessous de toi ou dans ton cercle et qui vont eux aussi vendre ces produits-là. Alors, oui, c'est un peu moins binaire. En gros, c'est un modèle d'apport d'affaires en réseau, rémunéré, basé sur un plan de rémunération qui ne s'active que sous des conditions particulières. Ce qui fait que tu peux très bien être, par exemple, dans un modèle legit, tu peux très bien être en haut de la pyramide, entre guillemets. Si on est dans un modèle type pyramide, il y a d'autres modèles, type Unilevel, etc., mais on ne va pas rentrer dans le détail, gagner beaucoup plus que des gens qui sont au-dessus de toi. Ou avoir 500 personnes en dessous de toi, mais ne rien gagner du tout. Parce qu'il y a des conditions liées au plan de rémunération. Donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, j'avais compris un peu ce truc et j'ai gagné plus d'argent que la personne en dessus, puis en dessus, puis en dessus, puis en dessus, puis en dessus. Et en fait, quand tu es tout en haut du truc, tu peux gagner moins, mais par contre, tu vois quand même ce qui se passe dans ton réseau. Et j'ai été contacté par différents leaders, qu'on appelle dans le jargon du MLM, qui m'ont dit, écoute, Alex, c'est top ce que tu as fait, c'est incroyable, blabla, en seulement quelques mois, tu as fait ci, tu as fait ça. Écoute, on a une nouvelle opportunité qui est incroyable. Si tu avais fait la même chose dans cette nouvelle opportunité, tu pourrais faire 10 fois plus d'argent. En plus, ça se vend beaucoup plus simple. Tu gagnais combien à ce moment-là? C'était rien du tout. J'avais dû faire
je sais pas, 4 000 € en 2-3 mois, tu vois, de chiffre d'affaires. Mais pour moi, c'était énorme. 4 000 € en tout sur les 2-3 mois ou par mois? Non, en tout sur les 2-3 mois. Mais pour moi, c'était énorme. Ah oui, à ce oui. moment-là, tu vois, je suis à l'usine, je suis en formation, je gagne 600 francs suisses par mois en bossant comme un acharné à l'usine, tu vois. Oui, c'est pas Donc, grand-chose, 600 francs suisses. ouais, c'est pas grand-chose, tu vois, pour la Suisse. Le salaire moyen en Suisse, c'est 3 500, enfin minimum 3 500, 4 000 francs suisses. Actuellement, 3 500, 4 000 francs suisses, ça fait 3 800 €, 4 300 €, plus ou moins de tête. Avant, le franc suisse, c'était dans un autre... Enfin, c'était différent, la cotation, bref. Et du coup, bon, je me dis, incroyable, j'ai gagné 6 mois, 8 mois de rémunération en partageant une opportunité à des potes. C'est ma perception à ce moment-là. Et là, ils me disent, tu fais la même chose, tu gagnes 10 fois plus. Truc de fou. Et effectivement, donc là, je suis rentré dans un vrai système pyramidal qui s'appelle GetEasy. D'ailleurs, il y a la moitié des gros leaders de ce truc qui sont soit morts, soit en prison, les fondateurs aussi. Et effectivement, ce Ça existe truc-là... encore? Non, ça a duré même pas une année. Ils avaient escroqué en moins d'une année à peu près 300-400 000 personnes pour près 500 millions d'euros de volume. Donc, palmarès. c'est très puissant, hein, c'est très viral. Et juste avant, ils avaient déjà fait quelque chose qui s'appelait, je crois, Biboom au Brésil. Et juste après, ils ont fait un autre truc qui s'appelait, je sais plus comment ils l'avaient appelé, mais peu importe finalement. Donc là, il n'y avait pas de produit derrière, c'est ça en fait? Alors, il y avait un produit. C'est quoi le scam? En théorie, il y a un produit. C'était des sortes de boîtiers de géolocalisation. Et tu payais ça en crowdfunding. Et après, tu touchais des rentes sur la géolocalisation. Et dis-toi, moi, j'étais tellement dans le truc que je m'étais dit, c'est un truc de fou. On était allé avec mon meilleur ami de l'époque et d'autres personnes de mon réseau carrément au Portugal, au siège. On avait rencontré les fondateurs de ce truc-là parce qu'on voulait s'assurer que ce soit sérieux. Et les mecs, ils étaient trop fort, tu vois. Et tu vois, quand même, enfin, nous, on était des petits, on était des microbes dans le réseau. À ce moment-là, j'avais peut-être fait 30 000 de chiffre d'affaires en développant ce truc-là. Et finalement, j'ai perdu de l'argent parce que je l'ai réinvesti bêtement tellement que j'y croyais. Ils promettaient un rendement, je crois, de l'ordre de 300% à l'espace de 12 mois. Garantie, machin. Et les gens fonçaient dedans, tu vois. Donc, et ce genre de scam, il en existe, mais depuis la nuit des temps, il continuera d'en exister. Récemment encore, je sais plus, tu sais, tu vois beaucoup, il y en a beaucoup à Dubaï ici, des gens comme ça qui font des MLM de trading, 100% automatique, garantie, machin. Il y en a un énorme là alors lui, c'est des milliards, hein, il faisait un volume énorme qui s'est effondré. Tout le monde a perdu son argent. Et puis, tu as certains leaders qui sont maintenant un peu en mode... il se cache, quoi. Profil bas. Profil bas, exact, voilà, c'est ça que je recherchais. Donc ça existe depuis la nuit des temps. Malheureusement, ça donne une très mauvaise image de cette industrie qui est une belle industrie. Alors qu'aux États-Unis, tu as un ménage sur 2, voire un ménage sur 3 qui, en complément de revenus, fait du MLM legit. Et c'est extrêmement intéressant, notamment pour les jeunes étudiants qui, du coup, font des prêts souvent pour pouvoir aller aux études parce que leurs familles n'ont pas les moyens d'œuvre, vu que les études sont payantes là-bas, les études universitaires, etc. Et du coup, ça leur permet justement de ne pas démarrer la vie active avec énormément de dettes à rembourser, mais d'avoir un petit complément de revenus ou de l'argent de côté en parallèle de leurs études pour pouvoir se lancer. Donc c'est très démocratisé, c'est très régulé, avec des institutions de régulation, etc., comme la Fédération de vente directe pour la France ou d'autres institutions. Et ouais, c'est très dommage que cette industrie ait une mauvaise image parce que moi, elle m'a lancé dans l'entrepreneuriat et c'est une excellente école qui va t'initier au développement personnel, qui va t'initier à la vente et qui va permettre à des mecs comme moi qui comprenaient rien au business et qui étaient complètement timides, introverti, incapable de faire quoi que ce soit ou de vendre quoi que ce soit, de pouvoir se lancer. Donc je suis très reconnaissant pour toutes ces expériences. C'est pour ça que je dirais que jeunesse se fasse, parce que si je voulais rechanger des choses, j'aurais pas vécu tout ça, le meilleur comme le pire, et puis je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je serais pas face à toi pour partager aujourd'hui. Et quelle leçon tu retires du fait d'avoir participé à un scam? La leçon principale, c'est tu ne dois pas culpabiliser quand tu ne peux rien faire face à l'adversité, ni face à la situation. Moi, j'ai énormément culpabilisé parce que j'ai indirectement mis mon entourage dedans. Même ma mère avait mis de l'argent dans ce truc-là, l'argent qu'elle a perdu, alors que c'est...
une des personnes, voire la personne la plus importante hein, à mes yeux. Donc, tu vois, des amis proches qui n'en sont plus, des collègues. À l'époque, tu vois, j'étais encore à l'usine, j'y allais tous les jours. Des collègues qui, du jour au lendemain, du coup, tu passes pour le pire des loupards, des escrocs, etc. Des collègues avec qui tu manges tous les midis, avec qui tu pars des fois le week-end et t'es plus invité, bizarrement, ni aux anniversaires, ni au week-end, et t'es seul à table à midi où ils vont manger à un autre horaire à cause de ça. Et j'ai énormément culpabilisé à cause de ça parce que moi, je pensais leur rendre service. J'y croyais dur comme fer. Pareil pour des gens de mon entourage. Et tous ces gens qui, finalement, à ce moment-là, m'ont tourné le dos, m'ont insulté, tout ce que tu veux, tu vois. Et j'étais incapable de pouvoir agir parce que c'est pas moi qui gérait ce truc-là. Eh bien, après, par la suite, soit se sont excusés, soit m'ont demandé des conseils pour lancer leur business. Donc, c'est assez rigolo. Conseils que moi, je leur ai donnés, moi, j'en veux à personne et c'est OK. Mais ouais, c'est juste ça que je dirais. Comme, ne pas culpabiliser sur des choses où tu ne peux pas... t'as pas de la mainmise, tu vois. Tu peux pas agir. Aujourd'hui, tu vois, t'es encore dans une logique... T'es encore sensible à un certain chant des sirènes, de qu'est-ce qui peut être le prochain truc qui va marcher. Il y a toujours un prochain truc. Et certains de ces prochains trucs sont profitables. On pense au Bitcoin. À un moment donné, ça a été la rue. Tout le monde faut y aller. Tout le monde faut y aller. Ce n'est pas français. Mais tu vois, la ruée vers l'or. Et régulièrement, il y a des choses qui, à un moment donné, deviennent intéressantes. Puis, quand beaucoup de gens sont au courant, c'est un peu moins intéressant, etc. En fait, c'est ces niches où le rapport entre le gain potentiel et le risque est très avantageux et puis le devient un petit peu moins à mesure que ce truc-là n'est plus nouveau. Est-ce que tu es encore vachement à l'affût de ce genre de choses ou non, aujourd'hui, tu es plus dans une logique je sais ce que j'ai à faire, j'ai structuré ma boîte, ça marche très bien et j'ai plutôt envie d'investir mon temps et mon argent là-dedans? Deuxième option. Ouais, 100%. Tu veux qu'on développe ? Un peu. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je te demande de développer, je sais, t'as plein de choses à dire. Ouais. Et après, je me dis, mais on n'aura jamais le temps de tout évoquer. Pour faire simple et rapide, avant, je faisais partie de ceux qui se comparent aux autres, qui veulent aller trop vite, qui vont regarder déjà le concurrent, le machin, le truc. Aujourd'hui, je sais même pas ce qui se passe un peu autour de moi, tu vois. Et je pense que j'ai pris en maturité là-dessus, mais c'est aussi parce que je suis très bien accompagné. J'ai autour de moi des gens bien plus avancés que moi, bien plus matures que moi sur certains sujets. J'ai des mentors, j'ai différents consultants qu'on mobilise, qu'on sollicite. J'ai une équipe qui fait que j'ai un socle solide et je sais où on va. Donc ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième point, c'est que si je voudrais faire plus d'argent et plus rapidement, je ferais pas forcément ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au quotidien, mais j'irais jumper d'opportunité en opportunité, j'irais investir sur les bons plans, j'irais faire ci, j'irais faire ça, j'irais lancer une crypto, j'irais lancer directement un truc dans l'IA à un moment donné, j'irais, je sais pas, créer une agence OnlyFans, enfin tous ces trucs là, tu vois, qui font de l'argent rapide. Je prendrais toute mon audience du déclic et je dirais je crée un super fonds d'investissement, machin, rendement garantie, truc, et puis voilà, comme beaucoup le font et c'est ok, ils osent prendre ce risque. Après on verra ce que ça va évoluer et si ça va durer, mais non, aujourd'hui je suis plus dans cette vision construire long terme, stable, je sais ce qu'on fait, je sais pourquoi on le fait, j'ai des convictions sur les stratégies qu'on a, qu'on met en place, les personnes qui m'entourent, etc. Et du coup on avance. T'as toujours eu cette conscience que ton entourage allait en partie façonner ta trajectoire ? Ouais, 100%. C'est pour ça que j'ai eu aucune peine à être seul pendant très longtemps. Je m'en fous. Clairement, tu vois, c'est la réalité. Je m'en fous d'avoir des amis pour avoir des amis. Ça m'intéresse pas du tout. Je peux passer un peu pour un gars hautain ou autre, mais je veux dire, si c'est unilatéral ou si les personnes ne sont pas forcément comment dirais-je, aligné à qui je suis, ce que je fais, la vision, l'entrepreneuriat, etc. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, je vais juste perdre du temps, perdre de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Mais ouais, je suis vraiment, comment dirais-je, convaincu
que ton entourage est extrêmement important. Ça veut pas dire que je suis entouré que de gens successful, incroyables, etc. Mais en tout cas, je suis entouré que de gens passionnants, intéressants et bienveillants. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu as dû faire un... Alors, tu dis qu'il y a eu toute une période où tu n'avais pas d'amis, pas de contacts proches. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des gens à qui tu as dû dire ciao? Pas beaucoup, parce que j'avais pas d'amis quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Donc finalement, je suis parti presque d'une page blanche. Il y en a eu quelques-uns, mais ça a été fluide, ça a été rapide. J'ai pas dû dire un jour, bon écoute, j'ai d'autres ambitions, à partir de maintenant, à plus voir, ça m'intéresse pas. Ça s'est fait naturellement, parce qu'il y en avait tellement peu et les relations étaient assez, comment dirais-je, superficielles. Donc j'ai pas eu besoin de faire un tri sélectif. Tu as commencé un peu à gagner de l'argent dans les périodes où tu étais à l'usine, notamment. Et après, au début, le MLM, etc. Qu'est-ce que tu faisais de la thune que tu gagnais? C'est une très très bonne question. J'en ai mis un peu de côté. Au tout début, je devais avoir des signes de richesse extérieure. Donc j'ai acheté plein de conneries, tu vois. J'ai acheté des chaussures Louis Vuitton à 1500 balles que j'ai jamais mis en plus. À quel âge? Je sais pas, j'avais j'en sais rien, 17, 18 ans, j'achetais des sacoches, j'achetais des ceintures. Vraiment, j'étais un vrai clown. J'offrais des cadeaux de ce type aussi autour de moi. Je prenais des avions tous les week-ends pour aller à Nice, Monaco, faire genre j'avais la grande vie. J'avais un pote qui avait une Ferrari cabriolet. On se baladait au Top Marque Monaco 2015 en Ferrari. On avait même failli se faire braquer la caisse. C'était très, très, très rigolo comme expérience. Tu vois, j'étais vraiment... je voulais... et le lundi... le dimanche soir, je reprenais l'avion. Et le lundi, j'étais avec mon bleu à l'usine. Et ouais, donc j'ai fait ce genre de bêtises. Après, ça a duré combien de temps? Ça a duré, je dirais 6 mois. Ouais, 6 mois jusqu'à prendre conscience que ça sert à rien. Après, j'ai joué au casino. J'ai joué beaucoup au casino. Je faisais la martingale à la roulette anglaise. Donc ouais, j'ai joué pas mal au casino. C'était assez rigolo avec des mises de 5 ou 10. Et je restais des fois 6, 7, 8 heures au casino toute la nuit avec un pote. Et puis on gagnait 1000, 2000, 3000 francs. C'était en Suisse par soir. Jusqu'au jour où, un jour bourré avec un pote, j'ai voulu faire la même chose à Paris. J'ai perdu 15 000 en une soirée. Et après, pour oublier ma déception, ma frustration, on est allé en boîte et j'ai eu mon premier blackout de toute ma vie. C'était une expérience drôle, mais tu vois, c'est le genre de truc, il faut le vivre. Il faut le vivre. Et j'avais 19 ans. Donc c'était assez rigolo. C'est quand même pas tous les jeunes qui claquent 15 000 balles à 19 ans. T'avais 15 000 balles à claquer à 19 ans. Ouais. Mais parce qu'en fait, si tu veux, j'avais pas de vision, j'avais rien à perdre. C'est de l'argent que je pouvais pas me permettre de perdre, hein, clairement. C'est une succession d'expériences et de mauvaises décisions et autres. Mais je suis trop heureux d'avoir fait toutes ces erreurs à ce moment-là. Qu'est-ce que te dit ta mère? Oh, ma mère, elle est très... elle comprend pas ce que je fais. Maintenant, oui. À partir du moment où j'ai écrit un premier bouquin et qu'elle a vu que j'étais sur scène et que je racontais des trucs à des gens et que les gens se disaient « Ah ouais, c'est cool », ils applaudissaient, elle a compris, tu vois. Elle s'est dit « Ah, en fait, c'est concret ce que tu fais ». Avant ça, elle comprenait pas du tout. Elle me disait « Mais t'es sûr c'est légal? T'es sûr c'est sérieux ?» Tu vois, elle est pas du tout dans le monde digital. Je lui ai offert son premier téléphone, elle savait pas ouvrir un ordinateur et tout. Donc, mais elle savait voilà. Elle sait qu'à ce moment-là, les allers-retours en avion, les 15 000 euros au casino, ok. Et... Non, elle est très ouverte d'esprit, elle m'a toujours laissé faire mes expériences. Ça lui a jamais fait peur. Elle m'a toujours dit, je te laisse faire tout ce que tu veux, juste ne fais que des choses légales. Si tu finis en prison ou à la police et autres, j'irai pas te chercher. Par contre, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux faire toutes les expériences que tu veux, machin et tout. Il n'y a aucun problème. Mais si tu fais des choses illégales, ne te fais pas choper parce que j'irai pas te chercher. Donc vraiment, je suis très reconnaissant pour ça parce qu'elle a eu une tolérance, une ouverture d'esprit juste extraordinaire. J'ai toujours pu parler ouvertement avec ma mère, que ce soit de sexe, que ce soit de drogue, que ce soit de business, que ce soit peu importe, pour pouvoir faire mes expériences le plus rapidement possible, le plus tôt possible. Et heureusement que je les ai fait à ce moment-là. Parce que si je commence à vouloir rentrer dans la fête excessive ou dans le gambling
Aujourd'hui, ça me coûte pas 15 000 balles. Ça me coûte potentiellement 10 fois ou 100 fois plus, tu vois. Mais donc, avec le recul, qu'est-ce qui fait que toi, tu fais toutes ces expériences-là et finalement, à un moment donné, tu raccroches le bon bout de la corde. C'est découvre l'entrepreneuriat, le MLM et puis tout ce que tu as raconté sur lequel on va revenir aussi. Et que tu finis pas un rail de coke, deux rails de coke et puis je dois trouver de l'argent pour payer ça. Et puis voilà, peut-être plus finalement... je ne connais pas les détails de la vie de ton papa, mais peut-être plus que ton papa a fait, c'est brûler la corde par les deux bouts. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, la pièce retombe du bon côté, en fait? C'est une bonne question. Peut-être que j'ai une bonne étoile, peut-être que j'ai du bon sens, peut-être que j'ai été indirectement bien entouré. Mais tu vois, il y a aussi, je pense, du côté de ma mère, le fait qu'elle m'a laissé faire mes expériences sans non plus trop me brider, mais quand même en regardant un peu de loin et je pense en maîtrisant sans que j'en ai peut-être même conscience, parce qu'elle-même a bien vécu. Je pense que ça a été vraiment un pilier pour moi, parce qu'en comparaison, tu vois, moi j'ai eu 2-3 personnes qui avaient le même âge que moi et qui étaient très bridées par leurs parents, par leur entourage, qui pouvaient rien faire, et qui le jour où ces personnes ont été majeures ou ont pu avoir plus de liberté, c'est parti complètement en cacahuète. Et ces personnes n'ont pas pu se rattraper à la corde, ou en tout cas ont malheureusement pas pu ensuite aller vers la voie de l'entrepreneuriat et acquérir une certaine liberté. Il y a ça. Le deuxième point, c'est aussi ma rencontre avec Amine, je pense, parce que faut savoir que cette rencontre, elle n'est pas anodine. Alors, il y a certes la rencontre donc avec Amine. Donc Amine, aujourd'hui, c'est ton associé On est associés encore sur d'autres boîtes. On a lancé entrepreneur.com ensemble. Aujourd'hui, il est plus directement associé dans entrepreneur.com ou sous une autre forme. En tout cas, il contribue quasi quotidiennement à la vision, mais il est plus là en tant que mentor, superviseur, parce qu'il est sur un autre gros projet de son côté et il avait besoin justement de pouvoir se libérer et être focus sur ça. Donc, moi, j'opère entrepreneurs.com. Lui contribue d'une certaine façon et opère de son côté un autre projet. Mais tu vois, on a démarré ensemble, on s'est lancé ensemble. Et je l'ai rencontré et cette rencontre a été la plus belle rencontre de ma vie. Et Amine, c'est pas juste un associé, c'est un frère et il a été un pilier, il est encore aujourd'hui un pilier sur énormément de choses. On est extrêmement complémentaires, on peut se faire une confiance juste aveugle et hors du commun, il peut compter sur moi, je peux compter sur lui et je pense que c'est ce pilier finalement aussi qui m'a permis après derrière d'évoluer, d'avancer, où on n'avait qu'un seul intérêt, c'était grandir ensemble et ça s'est ressenti et ça se ressent encore aujourd'hui. Ouais. Donc je pense que c'est les bonnes rencontres. C'est les bonnes rencontres, c'est ma mère, c'est aussi le fait que j'ai du bon sens et c'est le fait que finalement tu vois, moi je suis là pour grandir, pour évoluer, pour construire, c'est ça qui me stimule, tu vois. Je suis pas un fêtard, je sors pas, je bois pas, j'avais pas bu d'alcool là depuis je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an. Je suis allé le week-end dernier aux 30 ans d'un pote. À minuit et demi, je demandais à un autre pote, parce qu'il avait mes affaires dans sa voiture, et on rentre quand à 1h15, on rentrait. J'ai bu 3 verres, c'était de trop. Le lendemain matin, je me sentais mal, tu vois. Je suis vraiment un papy. Je suis vraiment un papy et je suis dans ma petite routine et je fais mes trucs. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est bosser, c'est passer du temps avec des personnes stimulantes, c'est éventuellement faire 2-3 bons restaurants et puis c'est voir que les choses évoluent et avancent autour de moi. C'est tout. Donc, est-ce que ça a été facile dans ton parcours de savoir comment dépenser ton argent? Qu'est-ce que tu voulais faire avec qui avait du sens pour toi? Est-ce que ça a toujours été une évidence ou est-ce que ça a toujours été une évidence ou est-ce que effectivement t'as cherché un petit peu, donc il y a eu ces premières années où l'argent part, on ne sait pas trop dans quoi. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et à quoi te sert principalement ton argent du coup? Ouais, c'est une bonne question. Non, aujourd'hui, c'est très structuré. Moi, je dépense... alors, j'ai envie de dire je dépense très peu, mais je dépense très peu proportionnellement à où je vis, à mon entourage et à ce que je gagne. Donc, pour beaucoup, je dépense beaucoup. Mais ouais, je dépense très, très peu par rapport à ça. Et j'ai jamais eu de peine
à savoir dépenser mon argent ou à le dépenser dans les bonnes choses, j'estime. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Par contre, j'ai eu de la peine à savoir l'investir correctement. C'est-à-dire que moi, et encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais une discussion avec deux potes qui sont excellents dans leur domaine, sont dans la finance. Ils gèrent des gros portefeuilles. Et on discute de plein de sujets et tout. Et à un moment donné, on parle de ça justement et ils me disent, mais en fait, t'es un écureuil. Et comment ça, je suis un écureuil? Il dit, ouais, t'es un profil écureuil, c'est-à-dire que t'as plein de noisettes que tu mets de côté comme ça. Tu stockes, mais tu fais pas grand-chose de ton argent. T'as pas une méthodologie claire de OK, 10% là, OK, machin en ETF, OK, là en crypto, OK, là en IMO, OK, là en machin, OK, je diversifie, OK, là en startup. Et j'ai pris conscience de ça grâce à eux, grâce à cette discussion. Et maintenant, c'est beaucoup plus cadré, structuré. Et ça fait même partie encore aujourd'hui de mes OKR de cette année. C'est de continuer à avancer, de mes objectifs, excuse-moi, de continuer à avancer dans cette démarche qui est de structurer mon portefeuille, de structurer mon argent que je rentre et autres. Et ça, c'est un point. Il y a un autre point qui est un biais sur lequel aussi je travaille, mais j'ai bien amélioré là sur 2023. C'est que je suis sur beaucoup d'activités. Une de mes forces aussi, c'est mon réseau. Les gens le savent. Et du coup, souvent, on me sollicite pour une mise en relation par-ci, par-là, etc. Ou un service par-ci, par-là, ou une affiliation par-là, ou des choses comme ça. Ou d'un coup, investir une opportunité par-là. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais littéralement des centaines de milliers d'euros, si c'est plus d'1 million d'euros, à gauche, à droite. Genre, quelqu'un me doit 20 000 balles ici, 40 000 balles là. D'un coup, on m'appelle, hey, je te devais 3 000 euros, hey, 5 000 balles, hey, t'avais gagné ça. Et d'un coup, je me souviens que j'avais investi 20 000 ici, 25 là, 15 là. Ou même pendant la phase crypto, j'ai dû investir peut-être 100 ou 200 K sur des trucs, je sais même pas où c'est. Ou d'un coup, je retrouve un wallet avec 40 000 dollars. Enfin, tu vois, je suis pas très structuré sur ça. Oui, je vois. Et ça, c'est un problème. Je suis en train de le. Enfin, je l'ai fixé à 90% et je suis en train de finaliser le fait de le fixer. Mais parce qu'en fait, si tu veux, je suis tellement focus sur d'autres trucs, notamment la mission d'entrepreneurs.com, le business entrepreneurs.com ou d'autres business, que c'est pas ça qui m'intéresse. Tu vois, toutes les tâches administratives, tout ça, machin, tout est délégué, ou des fois, quand c'est pas délégué, c'est un peu mis de côté, abandonné. C'est une erreur. Et du coup, là, j'ai fixé à 90% ça et maintenant, ça avance. Mais c'est une superbe question parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, déjà, ils ont la chance de savoir faire de l'argent, mais ensuite, réussir à en avoir conscience, le structurer, bien le gérer, bien l'investir, c'en est une autre. Et voilà. J'arrive pas à me rappeler lequel de mes invités dans une conversation m'a dit ça, mais quand cette personne-là me l'a dit, je me suis dit, wow. Il y a parmi les gens qui font beaucoup d'argent, en fait, il y a très peu de gens qui savent bien faire beaucoup d'argent et bien faire le faire fructifier ou le gérer. Ouais. Souvent, tu trouves des gens qui savent faire beaucoup d'argent et à côté, tu trouves aussi des gens qui savent bien gérer l'argent ou bien le faire fructifier. Mais les gens qui savent faire les deux, en fait, c'est assez rare. Oui, c'est vrai. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que finalement, il a fallu que tu atteignes un haut niveau de je gagne de l'argent, probablement... ne sauras pas, mais probablement de multiples 7 chiffres, en tout cas dans tes différentes activités. À titre personnel, c'est probablement des rémunérations entre 5 et 6 chiffres par mois. Et il a fallu que tu arrives à ce niveau-là avant de te préoccuper de ce que je fais de mon argent, etc. Et aujourd'hui encore, tu vois, j'estime pas que je fais partie des gens où ils sont bons à faire fructifier. Je suis excellent à en générer, mais je suis pas bon forcément à le faire fructifier. Là, je suis dans la phase où j'essaie d'être bon déjà à le mapper, à le gérer, à bien le placer et autres. Et c'est pour ça que j'ai aussi structuré, parce que ça me dégage énormément de temps. Tu vois, et ce temps, pourquoi en fait je le faisais pas, c'est parce que j'avais pas le temps. T'as pas le temps, puis finalement le pas le temps, ça te coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, oui. Et quel a été le besoin que tu as identifié qui t'a fait mettre le nez dedans? Est-ce que c'est cette discussion qui pique ton ego? Tu te dis, je suis pas bon là-dedans. J'ai pas envie de pas être pas bon de pas être bon là-dedans, en fait. Ou est-ce que vraiment, à un moment donné, tu t'es dit, OK, j'ai besoin de sécurité sur ce sujet-là. Je crée de l'argent, mais qu'est-ce que j'ai demain? Et est-ce qu'il y a une des options qui est la bonne, ou il y a encore autre chose, tu t'es dit, et c'est ça qui a créé un déclic et qui t'est dit, où tu t'es dit, je vais enfin m'occuper de mon argent?
C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Je pense plus du deuxième point. Et puis, c'est aussi le fait d'être entouré et de prendre conscience finalement de la valeur que cette compétence a. Et que c'est une très mauvaise décision que de rester dans ce schéma-là, quoi. Parce que finalement, aujourd'hui, je peux soit me faire accompagner pour ça, si j'ai pas envie de le faire moi-même, mais en tout cas avoir connaissance et conscience du fait que c'est une erreur de rester comme ça. Donc, c'est du coup... Et c'est pas... tout le monde considère pas ça comme une erreur. Parce qu'en fait, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu te dis... Est-ce que finalement c'est une erreur de ne pas savoir le gérer? Je sais qu'en ce faisant, je perds un peu d'argent, mais somme toute, bah, en fait, comme je sais en gagner facilement, est-ce que je dois allouer ce temps à m'assurer que mon argent fructifie correctement et que du coup, bah, je perds pas au moins en opportunité, ou est-ce que mon temps, est de toute façon systématiquement mieux investi dans le fait d'en faire plus? Ça dépend de ta vision de la vie. Si ta vision de la vie, c'est t'es dans une baignoire percée et tu consommes et t'es content et tu prends ton bain tous les jours et puis tu dois retravailler pour remettre de l'eau dedans, c'est OK. Si ta vision, c'est de vouloir avoir un bain, puis après une piscine, puis après un lac, et puis après être tranquille et puis pouvoir être serein, c'est deux choses complètement différentes. Donc, moi, pour ma part, l'objectif, c'est de continuer à faire grossir le business. Et je pense qu'il n'y a pas deux choix. Tu vois, c'est pas soit je dois en faire plein, soit je dois savoir le gérer. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Et encore une fois, tu peux même déléguer une partie des deux ou autre. Donc, ouais, c'est plus... je vois difficilement un schéma dans lequel c'est une mauvaise décision que de vouloir le gérer et bien l'investir. Sauf si les gens n'ont pas conscience de la valeur du fait de se dire les choses peuvent être éphémères. Je veux dire, on n'est personne, on n'est pas à l'abri que demain, tu vois, on puisse plus faire de publicité Facebook ou autre. Les podcasts, ça marche plus. Avec du coup, des business digitaux comme par exemple entrepreneurs.com qui est majoritairement digital dans son acquisition ne marche plus. On ne sait pas. Ou n'importe quel autre business que j'ai ou que je pourrais avoir. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, il faut pas se dire qu'on est inatteignable et autres. Et même si on a pu coffrer suffisamment d'argent qu'il en faut pour une vie traditionnelle ou autre, le but, c'est pas juste de dire ça. De toute façon, tu perds de l'argent tous les mois, ne serait-ce qu'avec l'inflation, avec l'évolution des choses. Enfin, tu le vois, même à Dubaï, quand tu vois l'évolution du prix de l'immobilier ou autre, tu peux te dire aujourd'hui, ça va, je peux vivre pendant 30 ans avec ce loyer-là. Ouais, mais sauf que dans 30 ans, tu auras vécu 10 ans avec ce loyer-là si ça continue à monter comme aujourd'hui, par exemple. Donc, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est une réalité. Et tu as pris l'option de déléguer ou de te former? D'abord de former pour pouvoir prendre conscience des personnes avec qui je délègue et surtout de savoir ce qui s'y passe. Donc un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Et tu sais où ton argent est investi aujourd'hui? Tu as choisi les véhicules. C'est quoi l'objectif qu'elle tient avec cet argent? C'est d'en faire beaucoup plus? C'est de pas en perdre avec l'inflation? C'est quoi les objectifs que tu t'es donnés? C'est pas d'en faire beaucoup plus, parce que là où je l'investis et où il a le meilleur rendement, c'est dans les business. Donc c'est là mon meilleur investissement finalement. Et après, c'est juste de le stabiliser, d'avoir un rendement, tu vois. Moi, un rendement de 5 à 8% par an, c'est très bien. Okay. Cherche pas plus. Du coup, tu as choisi quoi comme véhicule d'investissement? C'est assez diversifié. Il y a autant des ETF sur certains actifs, il y a autant un peu de start-up de temps en temps, il y a autant un peu de crypto. Majoritairement, c'est ces trois classes d'actifs. Ok, donc la bourse, du private equity et... Pas d'IMO pour le moment, ni en France, ni à Dubaï. Peut-être que ça viendra sur Dubaï, à voir. C'est quoi ton facteur limitant aujourd'hui pour Dubaï? Ouais, pour faire de l'IMO à Dubaï. Je trouve le marché haut, mais c'est contradictoire avec la phrase suivante qui pour moi je pense qu'il va encore monter, mais par contre je trouve toutes les personnes qui ont dit ça il y a 2 ans sont mortes les doigts. Mais c'est certain, c'est certain. De toute façon, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui, on le dit toujours. Mais ouais, je trouve le marché un peu instable, pas très liquide et quand même assez risqué. Aujourd'hui, je préfère investir en crypto qu'en IMO à Dubaï. Ah, c'est marrant. Ouais.
Je trouve que c'est plus facile de faire de l'argent, c'est plus liquide. T'es pas... Et donc, pour toi, le risque est... Alors, c'est une question d'appétence, c'est une question de risque. Tu trouves que le risque est plus important en faisant de l'IMO à Dubaï qu'en faisant de la crypto? Oui. Ok. Peut-être parce que tu connais mieux aussi l'univers de la crypto. Peut-être. Et Pourtant, j'ai des amis qu'on a en commun, d'ailleurs, j'ai cru comprendre, qui maîtrisent parfaitement le marché de l'immobilier à Dubaï, avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui des amis à moi ont déjà travaillé. On a fait un podcast, eux et moi, ensemble, etc. Tu vois, on s'entend super bien. Ils font que de me dire, et je sais qu'ils ont raison, tu vois, go, faut investir dans l'IMO à Dubaï et tout, mais c'est ce truc de c'est une charge mentale en fait, ça va me créer une charge mentale, alors que le reste je suis serein, tu vois, ça tourne, il y a une stratégie, c'est machin, j'ai pas envie de mettre mon focus dessus, mon énergie mentale dessus, et je le vois par exemple. Moi, j'ai jamais investi directement en France, mais j'étais dans une boîte, justement, une agence immobilière qui investissait en France et autres. Mais par contre, Amine, lui, a acheté 2 immeubles en France. Finalement, il les a gardés, je crois, 6 mois ou moins d'1 an. Il a revendu, il y avait eu que des histoires. Il s'est même fait squatter à un moment donné. Ça lui a pris une charge mentale. Finalement, il a gagné peut-être un petit peu d'argent ou perdu très, très peu, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est pas un truc qui m'intéresse, c'est pas un truc qui me stimule. Je préfère limite placer sur des produits financiers indexés sur de l'immobilier et être serein, tranquille et avoir un rendement plus modéré et moindre et ne pas m'en occuper du tout, être tranquille et juste avoir une application mobile ou me connecter sur mon compte Interactive Broker ou peu importe, et une fois tous les mois ou toutes les semaines quand je fais mes trucs, et voilà, je suis tranquille, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que plus on est successful dans l'entrepreneuriat, moins ça devient intéressant de faire l'immobilier. Parce que effectivement, on aura toujours de toute façon de meilleurs rendements dans l'entrepreneuriat. Et du coup, la contrepartie de l'immobilier qui est une charge quand même, hein, c'est jamais totalement passif l'immobilier, n'en vaut pas la peine. C'est vraiment de la charge mentale pour pas grand-chose. Et donc, plus on est successful, plus on a envie d'investir effectivement sur des rendements, comme tu dis, entre 5 et 8, qui sont des rendements moyens dans la conjoncture actuelle, qui sont passifs sur des supports qui sont totalement passifs, sans gestion. Et pour ceux qui ont envie de faire de l'immobilier, je vois un truc, et dans ton métier, ça peut être une option aussi, c'est donc de lever de la dette sur sa société. Ouais. Et donc d'acheter de l'immobilier avec sa société, puisque dans nos business, à toi et à moi, avec des fortes marges, souvent, alors toi, tu es moins concerné puisqu'il n'y a pas d'imposition à Dubaï, mais en France, il y a vraiment cette idée de... Maintenant, oui. Comment est-ce que je peux peut-être... quand on a trop de marge, à un moment donné, on ne peut plus inventer de charges. À un moment donné, il y a des charges et on ne va pas en créer, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on paye énormément d'impôts. Donc, acheter de l'immobilier sur sa société, quand ça peut servir ses activités, ça peut être intéressant. Donc, après, il y a certains entrepreneurs qui vont créer justement des studios d'enregistrement pour youtubeurs, pour podcasteurs. C'est un truc que je vois commencer à arriver en achetant de l'immobilier en propre. Qui n'est pas que du résidentiel, mais qui a aussi qui sert directement les intérêts. Complètement. Surtout quand tu es en France. En France, il y a des schémas extrêmement intéressants pour pouvoir justement diminuer son impôt grâce à ça, utiliser le levier de la banque. Enfin voilà, on va pas faire une masterclass sur ce sujet, mais il y a énormément de solutions intéressantes. Et après, c'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant. On fait une belle transition avec Dubaï. Ça fait combien de temps que tu es à Dubaï, du coup ? Ça fait bientôt 2 ans et demi. Je peux pas être ici et ne pas te poser plein de questions sur Dubaï. Pourquoi tu es parti à Dubaï ? Attention, hein, selon mes réponses, tu risques de vouloir y déménager, hein, je préviens. je garantis rien. Okay. Mais non, je suis assez intéressée. Déjà parce que je pense que je t'apprends rien en te disant que Dubaï a pas bonne presse. C'est dommage parce que il devrait. Et je pense que ça n'a pas bonne presse en France. Mais c'est trop drôle parce qu'en vrai, la plupart des pays du monde, tu leur dis je suis à Dubaï, même en Suisse, hein, ça a une belle image. Hein. C'est une belle image. Ah ouais, trop cool et tout. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ah ouais, tout le monde est là-bas, c'est incroyable, etc. Il n'y a qu'en France que Dubaï a une mauvaise image. À ton avis, pourquoi ? Les Français n'aiment pas l'argent, n'aiment pas la réussite, sont majoritairement jaloux, sont assez médisants, etc. de base. Premier point. Mais c'est pas ça que les gens mettent en avant. C'est ça qui est marrant.
Ouais, mais premier point, il y a ça. Deuxième point, il y a aussi le côté influenceur. Tu vois, influenceur, scammer, tous les gars là sur Instagram, machin, qui te montrent des grosses liasses de billets, des grosses voitures, des machins, qu'elles soient eux, qu'elles soient louées, qu'elles soient trucs, peu importe finalement. Mais ça donne quand même une assez mauvaise image de Dubaï. Et la réalité, enfin, tu es là pendant quelques jours dans le cadre de déplacements et tout, mais enfin, toi et moi, je pense que tu sors pas et tu vois pas 15 influenceurs partout avec des Lambeaux loués et tu vois pas. Non, il y a beaucoup de belles voitures. Voilà. Moi, je suis pas très sensible, mais Benoît, il me dit oh là là, celle-là, elle vaut au moins 150 000 euros. Celle-là, elle vaut au moins 300 000 euros. C'est pas un grand connaisseur pourtant. Oui, il y a beaucoup de belles voitures. Il y a des gens qui se font prendre en photo, qui se font shooter, mais honnêtement, on retrouve la même chose dans plein de lieux touristiques et beaux en France, dans les rues à Paris, on retrouverait la même chose. C'est ça. En fait, Dubaï, ça justement, je crois qu'Oussama le disait dans un podcast, c'est 100% de sceptiques. Et c'est je sais plus quoi 20%, je sais plus comment il disait ça, mais je trouvais ça hyper vrai, hyper pertinent. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques à la base et qui ensuite lorsqu'ils y viennent réellement et qu'ils découvrent, tu te rends compte qu'en fait c'est une ville comme les autres, qui est super attractive, qui a une qualité de vie énorme, qualité de service incroyable, où tu as une inspiration qui est folle. Si tu veux par exemple être que dans des beaux hôtels, dans des beaux trucs, voir que des belles voitures, ou voir des escortes absolument partout, parce qu'il y a aussi cette image qu'à Dubaï avec beaucoup de ça, tu peux. C'est une question de choix. Si tu veux par contre avoir une vie extrêmement calme, tranquille, t'es en famille, t'as des enfants. Il y a aussi énormément de trentenaires avec des enfants. Trentenaires, quadras. C'est Moi, incroyable. Je vois que ça, je vois que des gens avec des enfants partout. Mais oui, tu vas par exemple, tu as des quartiers incroyables comme El Barari ou Arabian Ranch. Tu n'as même pas l'impression d'être à Dubaï. C'est juste incroyable. Tu as de la nature partout, tu as des parcs partout, tu as des familles partout. Tu vas pas faire plaisir à tout le monde. Non, mais les deux critères sur lesquels les Français insistent beaucoup, et moi, c'est les questions qu'on m'a posées quand je suis venue ici. Ouais. La première, c'est l'écologie. Ouais. Connais tu as vu le projet Dubaï 2040, Dubaï Green? Non, pas du tout. Ou par exemple, alors, si, je sais qu'ils ont le projet d'être la ville la plus green du monde. Oui, c'est ça. Ou Sustainable City, le projet Sustainable City, c'est incroyable. Ils ont créé un quartier. Moi, je fais partie des gens qui pensent que avec tout l'argent qu'ils ont, ils vont y arriver. Ah, mais c'est certain. Mais ils y sont déjà arrivés à l'échelle d'un quartier. Ils font en sorte que ça grandisse et je pense que d'ici 2040, ils vont l'atteindre, vu la vision. D'ici 2050, ce sera certainement la ville la plus verte au monde. Et quand tu vois même la vision d'expansion qu'ils ont... L'autre jour, il y a de ça 2-3 semaines, j'étais dimanche matin en train de boire un café avec Amine et d'un coup, on entend un drone mais très, 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 très fort, tu vois. Et on se dit, mais c'est quoi ce bruit, tu vois? Et du coup, on sort, on regarde, on lève la tête. Et en fait, c'était un des taxis volants qui sont en train de mettre en place. Je ne sais pas si tu as vu ça. Mais d'ici 2026, pour éviter justement la circulation et le fait de devoir construire encore des plus grosses routes, déjà il y a des 6 voies sur 2 trucs avec Sheikh Zayed et une autre. Des 10 voies. La grande route principale, c'est une 5 et 5. Ouais. Exactement, voilà. Et du coup... donc maintenant, il y aura des taxis volants avec des stations pour ces taxis volants où tu t'envoles et tu traverses tout Dubaï en 10 minutes, 15 minutes, tu fais des points à des points en 2 minutes, c'est incroyable. Et typiquement, ça fonctionne, 0 émission CO2, c'est 100% autonome et ça peut te mener d'un point A à un point B. Et c'est déjà en train de voler, c'est déjà en test. Et le week-end... Tous les taxis que je prends, c'est des voitures électriques. Par exemple. Et c'est les moins chers. Moi, je prends le critère moins cher sur l'appli. Et c'est que des voitures électriques. Et moi, c'est ce que j'adore ici. C'est la ville du futur, c'est la ville où tout est possible. C'est une ville extraordinaire d'un point de vue entrepreneurial. C'est une ville extrêmement riche en termes de culture. Moi, j'adore rencontrer des gens différents, de cultures différentes, d'horizons différentes, d'industries différentes, etc. C'est aussi une ville avec une très grande ouverture d'esprit. Tu vois, on est dans un pays musulman. Il y a de ça quelques années, par exemple, lors du Ramadan, c'était quand même beaucoup plus restrictif qu'aujourd'hui. Après, des fois, certains aussi abusent
du fait que c'est très ouvert d'esprit, tu vois, sur certains trucs. Moi, je suis quand même assez respectueux sur ce sujet. Mais je veux dire, ils ont quand même cette volonté d'ouverture d'esprit globale et d'accueil du monde entier ici. Et toi, quand tu es venu ici, ouais. La motivation, c'était quoi? Tu avais découvert Dubaï et la vie te séduisait, ou tu t'es dit, ok, tout le monde y va, notamment pour des raisons fiscales, allons voir ce qui s'y passe. C'était quoi Alors ça va être drôle. Je vois le sourire, je me dis, il y a quand même un truc de fiscalité derrière tout ça. Alors pas du tout, figure-toi. Parce que finalement, j'ai gardé toutes mes boîtes aussi à l'étranger. Et j'ai pas forcément bougé beaucoup d'activités. Aujourd'hui, entrepreneur.com. T'as pas de boîte à Dubaï? Si, j'ai une boîte à Dubaï. T'es obligé d'avoir une boîte à Dubaï pour avoir un visa. J'ai une seule boîte à Dubaï sous laquelle il y a un peu de consulting. Il y a une partie des activités entrepreneurs.com, mais pas la totalité. L'autre partie est également encore en Suisse. J'ai aussi une boîte en UK. J'ai des parts de boîtes dans d'autres pays que Dubaï. Et voilà, je suis fiscalement, bien sûr, résident fiscal à Dubaï. Tous tes revenus ne transitent pas par cette société dubaïote qui a, j'ai découvert en arrivant ici, incroyable, 0 impôt. Alors 9% maintenant. Ah d'accord, ok. Ouais, ça dépend des... Non, toutes les sociétés à Dubaï ont 9% d'impôts. Il y a différentes conditions, etc. Il y a 5% de TVA sur ce qui se fait en interne. Donc moi, je fais pas mal de transactions en interne. J'ai pas mal de clients aussi ici au fur et à mesure du temps. Et 9% d'impôts sur les bénéfices. Donc c'est pas... Et ça, c'est peu importe le niveau de bénéfice Non, c'est à partir de 100 000. Okay, 100 000 de bénéfices, donc tu les atteins assez vite quand même. Mais, donc voilà. Et toujours pas de charge sociale, parce que pareil... Non, pas de charge sociale. C'est pas ça non plus. Non. En même temps, il n'y a pas de service, il n'y a pas la contrepartie aux charges sociales. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de protection sur la santé, sur tout ce qui est invalidité, arrêt maladie, etc. On doit se le faire soi-même. Imaginons, demain tu dois aller à l'hôpital, c'est gratuit. D'accord. Donc, tu peux aller à des hôpitaux gratuits ou des hôpitaux payants, libre est ton choix. Tu peux avoir une assurance ou ne pas en avoir, libre est ton choix, c'est recommandé d'en avoir une. La qualité de vie et de service global liée aux institutions du gouvernement qui est mise en place par le gouvernement est juste extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est toujours parfaitement propre, parfaitement clean. Alors ça, c'est incroyable. Cette ville est tellement propre. Tu vois, le jour ou la nuit, tu as besoin de quoi que ce soit, 24/24, tu sais que tu pourrais être servi. Tu sais que tu peux, en tant que femme, sortir sereinement, tranquillement. Même tes enfants, il n'y a aucun problème. Il ne va rien se passer, etc. Donc ouais, moi, je trouve que je suis très heureux de payer des impôts en Suisse. Je suis très heureux de payer des impôts à Dubaï aussi. Je serais moins heureux de payer des impôts dans un pays où j'ai l'impression que en face, j'ai pas une contrepartie en termes de qualité de vie ou de service. Pour en venir à pourquoi je suis venu à Dubaï du coup, très simple, je devais garder les chiens d'un pote pendant 3 semaines. Non, sérieux? Non, c'est très sérieux. De Robin que tu vas avoir du coup dans quelques jours, tu vois. Et donc moi, j'étais déjà venu plusieurs fois à Dubaï pour des séminaires, pour des masterminds, pour des conférences que j'ai données, etc. Mais j'y restais que 2-3 jours, tu vois, dans le cadre du déplacement. Et puis je retournais. À ce moment-là, j'habitais à Londres. Donc j'avais déjà quitté la Suisse parce que j'avais envie d'avoir un environnement un petit peu plus entrepreneurial, éveillé au business. Et donc Londres était le compromis parfait avec le mindset américain. Et le fait de vouloir me développer, avancer, grandir, etc. Et puis en fait, à ce moment-là, donc ça a duré 3 semaines. Au bout d'une semaine, moi j'en avais marre à Londres, tu vois, du smog, du brouillard, de machin. Et je me dis, waouh, truc de fou, je veux déménager ici, c'est sûr, je vais déménager ici. J'appelle Amine, et je me souviendrai toute ma vie, je l'appelle. Et je lui dis, écoute, voilà frérot, je vais déménager à Dubaï, ça va me faire beaucoup de peine d'être loin de toi parce que je sais que tu as des a priori négatifs sur cette ville. Et du coup, voilà, on sera séparés, mais c'est ok, je ferai des allers-retours de temps en temps, on se fera des meetings, on fera des vacances ensemble, c'est cool. Et il me dit, dommage, t'es sûr et tout, réfléchis quand même, machin et tout, machin. Je dis, non, mais c'est sûr, tu te rends pas compte, c'est incroyable, faut que tu viennes voir ça, c'est ouf. L'énergie, la vie, le soleil, les gens, le mindset, le service, tout.
Et le lendemain, je le rappelle pour un truc et il me dit alors, j'ai regardé, je me suis déjà trouvé un appartement, je vais déménager moi aussi, ça va être incroyable. Et puis, on bossait avec 2-3 personnes qu'on avait fait déménager avec nous à Londres aussi. Et donc, j'ai déjà vu pour qu'ils puissent déménager, sa femme, sa fille aussi, etc. C'est nickel, les visas, les trucs, sera beaucoup plus simple. Faut créer une compagnie comme ça et tout. Et aujourd'hui, Amine, qui était à la base, tu vois, sceptique sur Dubaï, ne se voit en aucun cas vivre ailleurs qu'ici. Et moi non plus d'ailleurs. Tellement que c'est incroyable. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent ne sont pas venues ici pour des raisons fiscales. Je dis pas que personne ne vient ici pour des raisons fiscales. Je dis que, à mon avis, c'est rarement la seule motivation. Mais heureusement, sinon c'est extrêmement malheureux. T'imagines, tu viens dans un pays que t'aimes pas, si c'est le cas, avec des valeurs, une culture que t'aimes pas, juste pour économiser un peu d'argent en fiscalité. Le but de la vie, c'est avant tout d'être heureux. Donc, heureusement que les gens ne viennent pas pour des raisons fiscales. Changeons un peu de sujet. Avec plaisir. Tous les sujets sont bons à prendre. Alors, parle-moi un peu de la vision de ton business à 5 à 10 ans. Je sais pas si... C'est drôle, cette question m'a été posée hier par mon CEO. Où est-ce que tu vois entrepreneur.com dans 10 ans? Je lui ai dit, je sais pas dans 10 ans, mais je sais dans 5 ans. Du coup, je lui ai répondu simplement que on va continuer ce que l'on fait. On va certainement... un de mes enjeux principaux là de 2024, c'est de recruter un excellent CEO. Donc en fait, donner ma place, tout simplement, pour me concentrer sur là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Et c'est quoi? Alors, c'est à l'heure actuelle sur le côté networking, sur le côté personal branding, visibilité, faire rayonner la marque, faire rayonner Alec Henry, entrepreneur.com, etc. Et donc, être un catalyseur d'opportunités, que ce soit en termes de business, de deal, de partenariat ou de clients directs. Et quel type d'opportunité tu veux poursuivre? Parce que ça paraît contradictoire de dire à la fois je veux me désengager de l'opérationnel du business. Oui. Et j'en fais quasi plus déjà. Hein. Ok. Et en même temps, je veux accentuer le personal branding. Mais du coup, au service de quoi? Au service du fait que le personal branding est aujourd'hui un des assets, quand tu le maîtrises, les plus puissants pour un business comme celui-ci ou d'autres types de business. Et ça, c'est un truc... voilà, il faut en avoir conscience et j'en avais pas suffisamment conscience. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Donc mon but, ça va être ça. Donc ça, c'est 2024. À la suite de quoi, on va continuer à grandir, à évoluer, à avancer pour nous imposer encore plus sur le marché, faire encore plus de chiffre d'affaires, encore plus accompagner de personnes. Pas forcément créer d'autres business units, c'est pas l'objectif. En revanche, très probablement qu'on va structurer notre capacité, on va restructurer plutôt notre capacité à pouvoir à un certain moment entrer au capital de certaines boîtes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un step back par rapport à ça. Mais par contre, si j'avais eu une structure où comme aujourd'hui, tu vois, on a un CMO, un Head of Sales, un responsable communication, un directeur des opérations, par la suite un CEO où tout est délégué, voilà, différents responsables, même des responsables sur chaque produit, un responsable de la performance en interne, un responsable RH, admin, donc ça c'est juste pour la partie entrepreneurs.com où tout a été structuré. Donc structurer aussi ça sur d'autres activités pour pouvoir apporter en fait ce genre de structure aux entrepreneurs auprès desquels on rentrera au capital pour pouvoir faire grossir ça et être vraiment encore plus un partenaire des entrepreneurs aussi dans la phase où ils vont pouvoir aller chercher encore plus de résultats. Là aujourd'hui nos clients en gros il y a 4 catégories de clients. De 0 à 20 000 euros par mois, donc ceux qui démarrent, de 20 000 à 50 000, 80 000 euros par mois, plus ou moins, enfin de 10 000 à 25 30 000 euros par mois, donc c'est la deuxième. Ensuite de 30 000 à 80 000 euros par mois, et puis de 50 000 à 300 000 euros par mois. Donc tu vois, et pour chacune de ces catégories, on a différents experts, on a différents produits, on a différentes choses pour les accompagner. Peut-être que par la suite, le but, ça va être de créer la suite également
pour continuer à accompagner ceux qui le veulent et aller chercher 500 000 euros par mois, 800 000, 1 million d'euros par mois et devenir vraiment leader de leur marché. Il y aura aussi à un moment donné l'expansion à l'international qui va commencer à rentrer en ligne de compte, que ce soit le marché hispanique, le marché allemand ou le marché anglais, à voir. Le marché anglais est quand même assez complexe, très concurrentiel et il faut être très 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 bien équipé et armé avant de l'attaquer, sans quoi tu peux rapidement te brûler les ailes. Donc à voir, ce sera le premier marché sur lequel on se déploiera. Et voilà, continuer à faire plus de la même chose globalement, avec cette volonté de me focus sur la partie personal branding. J'aime bien cette expression, faire plus de la même chose, mais aussi développer tes sources de revenus, enfin, les business models, c'est-à-dire que tu n'es plus juste dans la vente de formation, mais tu prends des prises de participation aussi. À savoir qu'on ne vend pas de formation. Hein. Ok. On vend zéro formation, on vend de l'accompagnement. De l'accompagnement. C'est très très important. On a pris ce parti pris depuis 2021. C'est aussi ce qui fait que nos clients ont des résultats. C'est aussi ce qui fait que notre produit le moins cher, c'est 6 000 euros. Et sous quel format alors du coup ? Accompagnement individuel avec différents experts qui viennent monter directement dans ton business et t'accompagner sur des périodes allant... C'est du done with you Ouais, c'est ça, done with you. Un petit peu de done for you de temps en temps, mais globalement, c'est ça. Et c'est aussi ce qui fait, je rebondis sur un sujet que tu évoquais, on n'a pas forcément de grande marge. Quand tu fais ça, nous aujourd'hui, notre plus gros centre de dépenses, c'est le delivery. C'est les équipes qui accompagnent et qui délivrent. C'est le fait d'accompagner les gens. Délivrer ton produit, en Exactement. fait. Donc, les gens que tu mets à la disposition de tes clients, les accompagnants, les experts, en fait, dans leur domaine. C'est ça. Et ça coûte cher, les talents. Du coup, effectivement, c'est ça. Le deuxième, c'est le marketing. Le troisième, c'est le sales. Et après, l'opérationnel général, c'est le reste. Mais effectivement, donc on n'a pas forcément 70% de marge comme on peut entendre sur YouTube quand tu as un business en ligne, machin. Non, pas du tout, loin de là. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de te poser une question sur la partie money et les auditeurs m'en voudront de ne pas avoir creusé un peu plus sur ce sujet-là. Aujourd'hui, donc, tu es soucieux de tes investissements. Oui. Hier, j'ai rencontré une de mes auditrices qui est gestionnaire de patrimoine. Elle me disait, mais t'imagines pas, Delphine, le nombre de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, du coup, qui mettent pas d'argent de côté. Et en fait, il faudrait mettre plus d'argent de côté que dans un pays comme la France, parce que justement, ce qu'on évoquait, il y a moins de protection sociale, etc. Toi, tu mets de l'argent de côté ou tu profites de ta vie ici ? Moi, je suis un écureuil. Donc, je mets beaucoup d'argent de côté. Mais beaucoup d'argent de côté. Je mets trop d'argent de côté, je pense, proportionnellement à ce que je devrais notamment même investir. Mais je ne vis pas du tout au-dessus de mes moyens. Ok. Je dépense, franchement, hein, tu parlais du Reels avant, 5 000 euros par mois. C'est mon rythme de vie quotidien global. Pour le bien-être, après, il y a plein de choses qui n'étaient pas évoquées. Ton loyer n'est pas évoqué. Tu rajoutes 5 000 pour mon loyer. Oui. Tu rajoutes peut-être 5 000 pour des sorties, etc. Tu rajoutes 2 000 éventuellement pour 2-3 trucs exceptionnels, des cadeaux, des trucs. Donc 15-20 000 par mois à peu près. Okay. Et c'est bon. En fait, moi je découvre une autre réalité. Et peut-être 1 500 pour me déplacer. Ouais. Parce que j'ai pas de voiture, je fais que en chauffeur. Okay. Du coup, comme ça je gagne du temps. Mais c'est tout. Voilà. Là, tu as toutes mes dépenses. Okay. C'est mon quotidien, c'est ma vie. Puis éventuellement, quand je vais me déplacer, prendre l'avion, mais bon, ça c'est autre chose. Et effectivement, je vais peut-être dépenser, je sais pas, j'en sais rien, je te dis une fourchette, 20 000 euros par an, billet d'avion, peut-être un peu plus. Et voilà, c'est tout. Pour atteindre ta vision aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu penses être le facteur limitant ? Moi-même. C'est-à-dire C'est-à-dire que être un bon CEO, c'est uniquement être en capacité de prendre les bonnes décisions. Ça passe aussi par recruter les bonnes personnes. J'ai souvent été biaisé et je me suis souvent trompé sur certains profils avec un biais qui est celui de surestimer, être difficilement en capacité d'estimer à la juste valeur certaines choses ou certains individus. Parfois, des gens qui apportaient énormément de valeur, je les estimais en dessous. Parfois, d'autres qui n'en apportaient pas du tout, je les estimais en dessus. Et j'étais biaisé
et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Je dois encore travailler sur ça. Donc, ça pourrait, si je ne viens pas fixer ce problème, m'empêcher de recruter les bonnes personnes, de bien m'entourer, prendre les bonnes décisions, etc. Donc, ouais, c'est vraiment le plus important. Prendre les bonnes décisions, recruter les bonnes personnes, déléguer aux bonnes personnes et ne se focaliser que sur les tâches à valeur ajoutée et ouais, prendre de la hauteur. Est-ce qu'il y a des choses dans ton état d'esprit qui ont été plus longues, plus difficiles, plus douloureuses à transformer que d'autres? Ça, par exemple. Le fait de déléguer? Le fait d'avoir conscience de l'importance de prendre les bonnes décisions, de se faire accompagner pour mettre en place des process là-dessus aussi, de pas juste déléguer, ça j'ai pas de problème à déléguer, mais de valoriser convenablement les personnes avec qui tu délègues, de savoir donner les bonnes tâches aux bonnes personnes, de comprendre que des talents ça se paye, d'accepter ça, parce que tu veux aussi payer pas cher, etc. machin. Et ouais, au bout d'un moment, quand tu as des charges à multiples 6 chiffres, etc., pour ta team et le fait que ça tourne, etc., bah, obligatoirement, ça se passe bien. Tu vas mécaniquement aller chercher des résultats parce que tu te dis, OK, telle personne, il fait ça, il fait ça, il fait ça, ils sont très bien payés. Du coup, bah, effectivement, tu dois, en face, ils vont faire de la performance, tu vas prendre les bonnes décisions et puis ça va pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a une croyance dans le passé ou encore aujourd'hui qui t'a coûté cher ou qui te coûte cher? Une croyance qui, dans le passé, encore aujourd'hui, c'est une très très bonne question. Faut que je réfléchisse un instant, pas que je dise. Ouais, il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Bah, je dirais déjà le premier truc, mais je me répète, c'est cette incapacité des fois à valoriser les choses comme il le faut. Le fait d'être parfois un petit peu trop impatient, de vouloir me comparer aux autres, des choses comme ça. Bien sûr, on est toujours mieux servi que par soi-même. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est une croyance qui t'a coûté cher pendant longtemps. Ouais. C'est ce qui m'a empêché de recruter la première personne. Et c'est un truc de fou. Je me disais, mais attends, qui va pouvoir faire mieux les funnels que moi? Aujourd'hui, je ne sais même pas utiliser ClickFunnels, tu vois. Et ça fait 3-4 ans que j'ai pas touché ça. Qui va mieux pouvoir parler à mon... Moi, c'est... Closer que moi, tu vois, par exemple. Voilà. Moi, j'ai pas de système de vente comme ça, mais moi, c'est... Qu'est-ce qui va mieux pouvoir écrire les scripts de communication? Qu'est-ce qui va mieux pouvoir prendre la parole sur les médias? Qu'est-ce qui va mieux pouvoir incarner mes messages que moi, en fait? C'est ça. Alors, l'incarner physiquement, non, c'est encore toi aujourd'hui, tu vois, mais ne serait-ce que les scripter et dire, là, faire un réel là-dessus, c'est pile poil dans la philosophie de Delphine et l'audience qu'elle veut adresser. Moi, j'ai encore l'impression que personne n'est capable de faire ça. Ouais. Et je sais que ça me coûte de penser ça. Clairement, moi, tu vois, aujourd'hui, je sais même pas ce qui est publié sur mes réseaux. Ça, je sais qu'à ton niveau, tu sais pas ce qui est publié sur tes réseaux. Tu vois, genre, par exemple, le Reels, je l'ai découvert peut-être en même temps que toi, quoi. Donc, voilà, donc oui, c'est incroyable de déléguer. Mais tu vois, il y a un truc que moi, je pensais pas capable, pas pouvoir déléguer, c'est par exemple closer des offres vraiment, vraiment à étiquette. Ouais. Quand je dis vraiment à étiquette, c'est des offres, tu vois, concrètement, là, on close des offres à 30, 38, 45 et des offres jusqu'à presque 100 000 euros. Moi, je fais plus aucun appel de vente, sauf exception parce que c'est un pote ou quelqu'un que je connais personnellement, machin, et puis je vais pas non plus lui dire prends un call là, ça me prend 15 minutes, 30 minutes, c'est OK. Et en fait, ça roule, ça marche, tu vois, ça marche super bien. Alors attention, c'est pas n'importe qui peut le faire. Ça m'a pris énormément de temps de trouver les personnes compétentes pour pouvoir closer ce type de deal, ce type d'offre, comprendre parfaitement et l'offre et l'avatar et ce que nous on veut retranscrire et connaître ce qu'on a déjà été en capacité de délivrer, etc., etc. Puis des fois, il y a des petites questions de type
Là, on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, etc. Mais c'est normal. Mais oui, c'est une liberté incroyable. Et ça, la première fois qu'on a closé un consulting, et c'était pas moi qui ai closé ça, je me dis, waouh, ça a pété un truc dans ma tête. Et je me dis, OK, même les offres où j'interviens personnellement auprès d'entrepreneurs très avancés et où les mecs vont payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir accès à ce savoir, en fait, j'ai pas besoin d'intervenir sur la partie closing et j'ai juste à intervenir sur la partie livrable. Et ça, c'était vraiment game changer. Est-ce qu'il y a encore des endroits dans ta vie où on pourrait dire, putain, Alex, il a un mindset de pauvre quand même? Il y a des endroits où tu te dis, ouah, c'est cher, en regardant le prix plus que la valeur. Ouais, par exemple concret. Là, en ce moment-là, maintenant, là, tout de suite, j'ai un mindset de pauvre. Je te raconte une petite anecdote là, qui m'est arrivée. Je viens de déménager. Donc, je déménage. On trouve plusieurs annonces, plusieurs trucs. On visite plusieurs biens. C'est cool. Et moi, je me dis, bon, bah, quitte à déménager, autant upgrade. Donc finalement, je trouve un appart trop cool, vue incroyable, 45e étage, 300 mètres carrés, énormément de place, nickel. Et donc, je signe le contrat le 13 décembre. Et lors de la visite, on visite à 2 reprises avec plusieurs personnes, le week-end et un soir. Erreur parce qu'en fait, finalement, premier point, on se rend compte qu'il y a des travaux qui entourent l'immeuble. Un en face qui va faire pousser une tour énorme qui va gâcher 80% de la vue et un derrière aussi. Ça, c'est un premier point, mais au pire, c'est mon erreur, ça va. Tant pis, à la rigueur, j'assume, tant pis, voilà. Ensuite, deuxième point, c'est que dans cet appartement, il y a des affaires personnelles des propriétaires. Et du coup, il y a tous leurs meubles, mais pas que. Il y a aussi, tu vois, les maids, des trucs de storage. Il est rempli de cartons, de conneries qu'il y a entre 1 et 6 ans, parce qu'ils ont vécu 6 ans ici. Okay. Il y a les affaires de leurs enfants. Il y a un sac avec des couches-culottes usagées. Il y a des trucs, mais vraiment, non mais laisse tomber. Il y a des trucs personnels, même intimes. Il y a des conneries du type porte-clés abandonné, machin, plein de poussière. En fait, ils sont partis, ils ont mis leur appart en... Tu pars de chez toi et tu te dis, je loue mon appart. Et ce machin, il serait même pas, tu pourrais même pas le louer comme ça en Airbnb, ce serait pas viable. Okay. Mais voilà. Et donc à ce moment-là, lors de la visite, on dit clairement, donc avec ma copine, ouais, est-ce que tout, c'est surtout elle qui a géré le dossier et qui m'accompagne sur d'autres trucs, parce que j'ai la chance, elle a fait un master en droit, elle est juriste, elle a bossé dans les cabinets d'avocats, et puis à côté, elle est très business, elle a 2 boîtes, et du coup, elle gère ce dossier, elle gère ce truc, et puis effectivement, donc écrit, machin, film et tout, l'agent dit, ils vont tout enlever. Il n'y aura pas d'affaires personnelles, à part quelques meubles et tout, mais tel qu'un fully furnished doit être loué ici à Dubaï. Et en fait, on prend l'appart. Alors effectivement, ils ont fait un deep clean, donc il y a une femme de ménage qui est passée, c'est tout. Et il y a tout. Mais au point où, là, j'ai mes cartons dans cet appart, je peux même pas mettre mes habits dans l'armoire ou des assiettes dans les armoires à assiettes, tout est plein. Donc, on rentre en discussion avec les propriétaires et on leur dit il faut enlever vos affaires, messieurs, dames, ça va pas le faire sinon. On peut pas vivre dans ces conditions, on va pas vivre chez vous comme ça. Ah non, il faut tout laisser, machin et tout. Au début, on pouvait éventuellement bouger quelques affaires, mais il fallait payer le déplacement, payer un storage et tout. Donc ouais, des frais supplémentaires, ça me saoule. Ensuite de ça, il y a 2-3 problèmes, des armoires qui se ferment pas, une fuite au plafond, des conneries à gauche à droite. Bon, ça ils fixent, et encore pas totalement, mais bon, c'est ok. Et du coup, moi j'en ai marre et je dis bon, vous savez quoi, je casse le contrat. En bonne et due forme, etc. Donc je casse le contrat. Et là ils me disent en fait, donc ils inventent une nouvelle clause. En fait, vous devez payer 2 mois de plus. Donc, sur base du premier chèque, vous me devez encore tant d'argent. Et si vous ne me donnez pas tant d'argent, j'encaisse le deuxième chèque. C'est un chèque de 170 000 $, le deuxième chèque, 170 000 dirhams. Donc, à peu près 45 000 €. 40 000 €. Donc, moi, je dis non, machin, je fais opposition, je fais un mail comme ça.
On fait un mail comme ça avec tous les articles de loi, tac, 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 tac. Je fais appel à des avocats de mon réseau, etc. Je me pose vraiment des questions, je m'entoure. Le 31 au soir, je le passe au poste de police. Le 1 aussi. Le 2, je vais à Dubai Land Department et RERA, c'est le truc de régulation des autorités de real estate ici. Bref, et finalement, là, au moment où je te parle, je suis dans une situation où j'ai un call tout à l'heure avec un avocat qui nous accompagne. Il y a un inspecteur du gouvernement qui vient vendredi et j'ai à peu près 82 000 € immobilisés sur cet appart. Et ça me prend la tête de fou parce qu'en fait, c'est une injustice et de la débilité. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais si vraiment ces 82 000 € étaient importants pour moi et que là, en fait, je vivais comme je suis en train de vivre dans une sorte d'appart camping. Or, certes, bon, je suis quand même dans un appart 300 mètres carrés, il est sympa, j'ai de la place, je peux faire des trucs, voilà. Mais tu vois, ça me saoule parce qu'en sous-jacent, c'est des idiots qui n'ont rien compris, qui agissent de manière émotionnelle. Et en plus, il y a une injustice fondamentale. Et derrière, nous, on a été très correct en trouvant des accords à l'amiable, intelligemment. Donc maintenant, moi, je pars en mode en guerre, tu vois. Et je m'en fous de comment ça va se passer et comment ça va se terminer. Mais donc là, t'en fais une affaire de j'en fais une affaire personnelle, tu vois. Une affaire de principe. Et du coup, ça, c'est clairement un mindset de pauvre. Parce que la réalité, c'est que ça me coûte beaucoup plus cher en focus, en temps, en énergie, que de juste dire... Oh, ok, 82 000 balles. Bon, de toute façon, ils ne peuvent pas garder la totalité. C'est illégal parce que déjà, là, ça passe de civil à pénal si vraiment je veux aller plus loin. Ils risquent de la prison, etc. parce qu'ils ont pris de l'argent qu'ils ne devaient pas prélever avec le deuxième chèque. Donc bon, voilà. Éventuellement, si vraiment je veux casser, ça peut vraiment aller loin. Mais bon, imaginons, je ne le fais pas. Ils doivent rembourser une partie. Je perds plus ou moins 20 000 € dans l'affaire. C'est quoi 20 000 €? C'est de l'argent. Mais je veux dire, ça me coûtera beaucoup plus cher que 20 000 € que de mettre toute l'énergie et le focus dedans. Il faut comprendre avec ce que tu as dit tout à l'heure que 20 000 €, c'est un mois de dépenses à peu près. Donc, pour quelqu'un qui gagne 2 500 €, c'est 2 000 €. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Pour remettre les choses en perspective, en fait. Par exemple, exactement. Donc ouais, tu vois, je suis dans ce mood. Bon, est-ce que vraiment je pars en guerre et je prends le sabre et le bouclier et c'est parti, ou alors le lance-roquette et je prends de l'énergie là-dedans, ou est-ce que je laisse tranquille le truc et je lâche, et puis je me dis bon, vous êtes juste des malhonnêtes, m'en fous, tenez, j'ai perdu 20 000 balles. Pour le moment, je suis plus dans l'option lance-roquette parce qu'en plus, bon, j'ai un peu de temps de dispo, mais on verra. Donc, ouais, tu vois, ça, clairement, j'en parlais avec quelqu'un qui m'accompagne. Il me dit, mais lâche l'affaire, lâche prise. Le temps et l'énergie, l'argent que tu perds sur ça. Mais gros, tu prends 4 calls, c'est bon, t'as réglé tout le problème, t'as payé 1 an de loyer. Pourquoi tu... Il a raison. Mais là, je suis clairement mindset de pauvre, pour répondre à ta question. Super, merci. Écoute, ça touche mes valeurs profondes, c'est ça la raison. Avant qu'on se quitte, parce qu'on a réservé le studio à une certaine... Ça fait combien de temps qu'on parle là? Ça fait 1h45. Ah ouais, ça passe vite, ça passe vite. J'essaie d'introduire une dernière rubrique dans le podcast, mais j'avoue que j'ai un peu du mal, mais on va voir, tu vois, si ça t'inspire. J'essaie de faire réagir mes invités à un sujet d'actualité. Ouais. De près ou de loin, tu vas toucher à l'argent. Et là, c'est un sujet alors franco-français. Il y a eu un remaniement ministériel la semaine dernière. Et il y a une polémique en ce moment. Tu vas trouver serré. Je sais que... Non, je ne veux pas présumer. Le but, c'est de te faire réagir. Là, il y a une polémique autour de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui scolarise ses enfants dans le privé. En l'occurrence, une école privée parisienne, apparemment assez huppée, de ce que j'en sais, de ce que j'ai lu dans les médias, mais je ne sais pas c'est quelle école. Qu'est-ce que ça t'inspire ce genre de polémique? Encore une fois, les gens devraient vraiment prendre ce temps, tu vois, et le mettre sur des trucs qui ont de l'importance. Construire leur avenir, se poser les bonnes questions, apprendre des choses. Et autres, tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fout si la ministre de l'économie, de l'éducation met ses enfants dans un truc privé? Si elle a envie d'offrir une éducation spécifique à ses enfants, qu'elle en a les moyens et qu'elle se dit que c'est la meilleure chose qu'elle puisse offrir à ses enfants, mais franchement... trop content pour elle, génial, cool. Et peut-être même qu'elle va se dire ok, et prendre conscience que ok, si je dois faire ça, c'est qu'il y a peut-être des éléments faillibles dans le système actuel éducatif et que donc c'est une motivation supplémentaire pour venir justement combler ces éléments faillibles pour offrir à tous les Français une meilleure éducation. Et je pense que c'est juste la mise en lumière du fait que quand tu n'as pas
quelque chose qui est à ta disposition facile, eh ben, soit tu te soumets à ce que tu as face à toi parce que tu n'as pas d'autre choix, soit tu vas le chercher ailleurs. Et là, en l'occurrence, elle fait le choix de le chercher ailleurs pour offrir ça à ses enfants. Mais du coup, prise de conscience de faisons en sorte, alors, vu que c'est son rôle, de créer quelque chose de meilleur avec les cartes qu'elle a entre ses mains. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis rien ni personne pour donner des conseils ni à un ministre, ni à qui que ce soit. Mais voilà ce que j'en pense. Mais fondamentalement, pour répondre plus spécifiquement à ta question, je pense que les gens devraient mettre leur énergie et leur temps ailleurs. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je comprends le décalage, je comprends d'où ça vient. Mais elle envoie le message de on peut mieux faire dans l'éducation nationale. Est-ce qu'elle va être la bonne représentante de on va faire en sorte de faire mieux, parce qu'elle démontre que, en tout cas pour ses enfants à elle, elle ne croit pas que ce soit le meilleur système dans lequel elle puisse les mettre. Mais c'est encore autre chose, tu vois, je vois, pour aller un peu plus loin sur la question de l'éducation, pour moi, l'éducation nationale, c'est une forme de... L'obsession de l'égalitarisme, c'est un nivellement par le bas. Et il y a quelque chose qui est beau dans notre société, justement, c'est de vouloir réduire les inégalités. Contrairement à une société ici où on assume totalement la société de caste. Les pauvres servent les riches, c'est vraiment Dubaï. Le projet de société est beau. Mais effectivement, malheureusement, ça se fait au prix à mon sens, d'un fort nivellement par le bas. Et c'est ça que ça m'inspire, une nouvelle fois, ce genre de polémique. On est alignés. Merci, Alec. Avec plaisir, merci à toi. On te retrouve sur entrepreneur.com. Ouais. Alec Henry sur tes différents réseaux sociaux. Très actif sur Instagram, sur YouTube. Le Déclic, allez écouter, vous qui écoutez des podcasts, découvrez si c'est pas déjà fait le Déclic sur YouTube et sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Tu as reçu de beaux invités que j'aimerais beaucoup recevoir. Mais effectivement, j'espère un jour recevoir d'aussi beaux invités que tu en reçois. C'est tout le mal que je me souhaite. Merci, je te le souhaite aussi. Et si je peux même te mettre en relation avec certains d'entre eux, ce sera un plaisir. Merci à toi. Avec plaisir.